Super, merci à tous. Merci pour cette présentation. Donc, voilà, j'ai rien à ajouter, tout a été dit ou presque. Merci surtout pour votre invitation, je suis très content d'être là, c'est un plaisir et un honneur. Donc, petite conférence d'une heure environ sur cette question-là, que je trouve assez fondamentale, autour de laquelle on tourne beaucoup en ce moment dans le débat public. On a l'impression parfois qu'il y a un peu de deux camps, qu'il y a un peu de deux façons d'aborder les enjeux énergie-climat. Soit on a envie de dire on mise tout sur la technique, parce que la décroissance, ce serait le retour à l'âge de pierre, et on mise tout sur la transition, sur le classique du terme. Soit il y a des gens qui vont nous dire mais non, la transition c'est une illusion, c'est contre-productif, c'est très limité, et donc au contraire, il faut mieux interroger le modèle productiviste et consumériste et miser à fond sur la décroissance. Et on a l'impression des fois que c'est un peu exclusif l'un de l'autre, ces deux discours. Et moi, ma thèse va être précisément l'inverse, de dire qu'on a besoin des deux, parce que comme l'une et l'autre sont limitées et qu'on est face à un sujet très grave et très urgent, autant jouer toutes les cartes qu'on a en main. Ça va être ça mon message, je vais essayer de vous en convaincre. Du coup, je suis sur un sommaire extrêmement minimaliste, très sobre, 3 mots. Je me suis dit, t'as droit à 3 mots, vas-y. Donc, le constat. Donc ça va être assez rapide parce que si vous êtes là, je pense que vous êtes globalement au courant. Et ensuite, donc, on va aborder l'une après l'autre, les deux grandes démarches, donc, que sont la transition, au sens classique du terme, et la décroissance, en essayant de voir à chaque fois tout ce qu'on peut attendre d'elle et tout ce qu'on ne peut pas attendre d'elle, c'est-à-dire toutes ses limites intrinsèques. Donc le constat, je pense que tout le monde l'a en tête, donc je vais aller vite. On est face à une crise écologique multifactorielle, multidimensionnelle, mais dans laquelle il y a quand même un sujet qui ressort, même s'il y en a bien d'autres, c'est la question carbone, le fait que notre économie est trop carbonée. Notre économie est globalement très très dépendante du carbone, on dépend à 80% des énergies fossiles, pétrole, charbon, gaz. Même en France, on a un mix électrique décarboné, par contre notre mix énergétique en général est quand même carboné aux 2/3. Donc voilà, on a une très forte dépendance aux énergies fossiles. Ça, c'est un double problème, donc c'est la fameuse double contrainte carbone. Premièrement, la combustion d'énergie fossile contribue très fortement, 70%, au dérèglement climatique. Le reste étant la déforestation, l'agriculture et quelques autres facteurs. Donc c'est le gros du sujet en termes de dérèglement climatique. Et autre aspect qui est logiquement indépendant, la deuxième contrainte carbone, c'est que les ressources fossiles sont finies. On a des stocks disponibles une fois pour toutes dans les sols terrestres qui ne se renouvellent pas aux échelles de temps humaines. Et donc quand on tape dedans, ces stocks diminuent, au bout d'un moment il n'y en a plus. Et donc la question c'est quand il n'y en aura plus. Alors là évidemment il y a débat, mais la plupart des prospectivistes annoncent quand même de fortes tensions à venir, des pics pétroliers et gaziers, tout pétrole confondu dans la décennie à venir, on va dire pour faire simple. Donc il y a une vraie contrainte géologique de ce côté-là, qui n'a pas attendu pour se manifester déjà sous d'autres formes, parce qu'on a les avant-goûts géopolitiques de ça, c'est-à-dire que quand on est un pays comme la France ou un continent comme l'Europe qui ne possède pas d'énergie fossile dans ses sous-sols, enfin pas ou plus, pas assez, on est globalement très dépendant des importations. Et donc quand on se fâche avec les pays exportateurs ou que ces pays exportateurs ont des problèmes, on en pâtit directement. Ça c'est sur les quantités. Et on peut aussi avoir un problème de prix. C'est-à-dire que les prix de ces matières premières que sont les hydrocarbures se forment sur des marchés internationaux, dépendent donc de plein de choses, d'à peu près tout sauf de l'état des stocks globalement, du climat, puisqu'elles dépendent de la conjoncture mondiale, etc. Elles sont soumises à la spéculation, et donc on a une forte volatilité des prix qui fait qu'on a une forte vulnérabilité économique quand notre économie repose sur le fossile. Donc pour ces deux raisons-là, l'idée c'est de décarboner le plus fort possible et le plus vite possible. Et donc là, on peut se dire d'un point de vue logique, il y a deux grandes branches, et donc on va le voir, elles ne sont pas forcément exclusives l'une de l'autre, mais il y a deux grandes branches, deux grandes façons de faire. Soit on prend la branche du bas et on se dit, finalement, on va baisser le volume de notre activité économique, on va moins produire, moins consommer, et donc ça, globalement, on va diminuer le PIB, et ça, globalement, c'est la décroissance. Soit on dit, en fait, chaque point de PIB, on va faire en sorte qu'il soit moins carboné, et donc on va diminuer ce qu'on appelle l'intensité carbone de notre économie. Et donc, souvent, quand on parle de transition au sens classique du terme, c'est plutôt ça qu'on entend. En tout cas, moi, j'en parlerai, moi, ça va être ma définition là, pour aujourd'hui. Et donc, il y a un peu ces deux branches-là, et la question, c'est justement, qu'est-ce qu'on peut attendre de chacune de ces deux branches. L'objectif, c'est quoi? C'est donc la fameuse neutralité carbone, donc on fixe, dont l'objectif est généralement qu'elle soit atteint en 2050. Neutralité carbone, c'est quoi? C'est plus d'émissions nettes,
c'est-à-dire qu'on peut encore avoir des émissions brutes résiduelles, on peut encore émettre un peu, mais il faut qu'on soit capable de réabsorber par les puits de carbone le peu qu'on émet. Comme ça, on est à la neutralité carbone, on n'en voit plus rien globalement qui s'accumule dans l'atmosphère. Sachant que, là je simplifie un peu parce que ce qui compte n'est pas uniquement le point qu'on atteint en 2050, mais c'est tout ce qu'on a émis sur le trajet, c'est l'intégrale, c'est la somme de ce qu'on émet. Donc effectivement, c'est en fait tout ça qu'il faut regarder. C'est veiller qu'on ne dépasse pas le budget carbone auquel on a droit pour ne pas excéder les 1,5 ou 2 degrés de réchauffement. Ça c'est le constat. Et du coup, comment on peut attaquer ça? Donc, premier gros volet, la transition, au sens classique du terme. Donc là, j'ai essayé de résumer un petit peu les degrés de liberté que sont les nôtres en termes de transition. Donc là, je liste tout ce qui est logiquement envisageable. C'est-à-dire que je ne dis pas à ce stade ce qui est bien ou ce qui est pas bien, je liste tout ce qui est logiquement envisageable. Si on veut du coup diminuer les émissions nettes, bah déjà, il y a deux façons de le faire, complémentaires. C'est soit on augmente les puits de carbone, c'est-à-dire qu'on réabsorbe plus. Et donc ça, on peut le faire soit par des puits naturels, typiquement en étendant les espaces forestiers, soit par des puits artificiels, j'en dirai un mot tout à l'heure. Soit on va effectivement diminuer les émissions brutes, c'est-à-dire les émissions elles-mêmes. Et là, il y a plusieurs façons de faire. Alors évidemment, ce à quoi on pense en premier, généralement, c'est l'électrification, à condition que l'électricité soit elle-même bas carbone, donc nucléaire et ou renouvelable. Dans le renouvelable, on n'a pas que le renouvelable électrique, on a aussi la chaleur renouvelable, quelque chose qu'on oublie souvent, donc pareil, j'en dirai un mot. Et puis il y a la biomasse, qui est aussi une grosse partie de l'équation. Voilà, donc tout ça, c'est comment on décarbone l'énergie utilisée. Il y a aussi un autre volet qui est l'efficacité énergétique, c'est-à-dire comment, à usage constant, on fait en sorte de consommer moins d'énergie. Je dis bien à usage constant, parce que là, on n'est pas dans la décroissance, on est dans on peut continuer de croître, mais on consomme moins d'énergie grâce au progrès technique. Voilà, donc ça, c'est tout ce qui est logiquement possible, et donc maintenant, on va un petit peu zoomer sur chacun pour voir justement ce qu'on peut en attendre exactement. Avant d'aller passer en revue ces degrés de liberté, une question, un point de méthode quand même important, il faut toujours bien préciser le périmètre auquel on s'intéresse. Donc moi ici, je vais raisonner que au niveau français. Le raisonnement serait pas exactement le même si je prenais d'autres pays ou si je prenais l'Europe ou le monde. Et quand on raisonne au niveau français, là il y a un choix à faire. La stratégie nationale bas carbone, donc la stratégie du gouvernement français, raisonne généralement en émissions territoriales. Résonne en émissions territoriales. Donc ça veut dire tout ce qui est émis sur le territoire français. L'autre choix possible, c'est de raisonner en empreinte carbone et de dire on va compter tout ce qui est nécessaire pour la consommation de la population française. Alors, vous allez me dire c'est pareil, la différence c'est quoi? C'est que dans le deuxième cas, on compte les importations. Dans la SNBC, les importations ne sont pas comptées. Or, c'est quand même la moitié de notre empreinte carbone, donc c'est déjà un premier gros choix discutable. Ce qui amène à ne pas compter des choses qui paraissent pourtant très importantes. Par exemple, dans l'aérien ou le maritime, on ne compte que les trajets domestiques, que les trajets aériens domestiques dans la SNBC. On ne compte pas les vols internationaux. Donc voilà, c'est une limite qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire que tout ce qui va être décrit après, c'est dans ce périmètre déjà discutable et restrictif. Mais du coup, voilà, donc si on prend les émissions territoriales françaises aujourd'hui, alors évidemment ça bouge un peu au cours du temps, mais en ordre de grandeur, on est à peu près à 400 mégatonnes équivalent CO2. Et l'idée dans la SNBC, c'est de dire on va diviser ça par 5 en 30 ans, donc en peu moins de 30 ans, à l'horizon 2050. On va diviser ça par 5. On va passer de 400 à 80 mégatonnes émises. Et donc, neutralité carbone, j'ai dit, si on n'émet plus que 80 mégatonnes, il faut être capable de réabsorber ces 80 mégatonnes, et donc il faut des puits de carbone à cette hauteur-là. Donc ça, déjà, sur les puits de carbone, ça n'a l'air de rien, mais il y a une première grosse hypothèse qui est prise, parce que c'est pas du tout évident qu'on arrive à faire 80 mégatonnes de puits de carbone. Ça impliquerait, donc j'ai dit, il y a les puits de carbone naturels, typiquement les forêts, et les puits de carbone artificiels. Les puits de carbone naturels, il faudrait qu'ils doublent globalement entre maintenant et 2050 pour que le compte y soit. Et il faudrait en plus ajouter 15 mégatonnes de puits de carbone artificiels. Et là, aujourd'hui, on parle de quelque chose qui n'existe pas, ou au niveau expérimental, au niveau de prototype. Enfin, voilà, on est loin d'un passage à l'échelle. Donc là, il y a deux hypothèses quand même assez fortes, qui malheureusement sont plutôt tendance à être infirmées par les dernières tendances. Que sur les puits de carbone naturels, ce que dit la DGEC, la Direction Générale de l'Énergie et du Climat,
c'est que, vu l'état des forêts, les puits de carbone forestiers, malheureusement, ont tendance à se dégrader et risquent en fait d'être bien moins bons que prévu à l'horizon 2050. Pourquoi ils dégradent? Notamment à cause du réchauffement climatique. Là, on a une forme de cercle vicieux. Mais effectivement, quand on a des sécheresses, des incendies, des vagues de chaleur, au bout d'un moment, c'est sûr que c'est pas terrible pour les forêts, et donc elles jouent moins leur rôle de puits de carbone. Voilà, donc les 80 mégatonnes de carbone, c'est pas gagné, et si on fait moins que ça, ça veut dire qu'il faut réduire encore plus les émissions brutes pour être à la neutralité. Alors les émissions brutes, donc justement, le premier levier pour réduire les émissions brutes, c'est de dire, avant de parler de décarboner l'énergie, c'est de dire on va essayer de consommer moins d'énergie. Donc la SNBC, elle dit, aujourd'hui, le mix énergétique français, tout compris, c'est à peu près 1600 TWh, et on va passer à 930 TWh en 2050. Donc on va faire moins 40%. Donc là, ça suppose, sachant qu'il suppose en parallèle qu'on continue la croissance économique. C'est-à-dire qu'on fait de plus en plus de PIB, mais en parallèle, on arrive à faire moins 40% de consommation énergétique. Donc ça suppose un découplage très fort entre les deux grandeurs. Et ça, par exemple, quand on regarde dans les rapports RTE, Réseau de transport d'électricité, donc le gestionnaire du réseau français, qui a fait un très bon rapport en 2021 sur lequel je reviendrai, il reprend, lui, en entrée, les hypothèses de la SNBC, et il dit diminuer de 40% à horizon 2050, c'est très optimiste. En gros, ça nous ramènerait à la conso énergétique du pays des années 60. En disant, en parallèle, on continue la croissance économique. Mais on arrive à être tellement bon sur l'efficacité qu'on ne consomme pas plus que ce qu'on consommait dans les années 60. Donc ils disent, bon, c'est quand même très ambitieux. Si on n'est pas à l'attendu, ça veut dire que tout ce que je vais raconter après ne suffit pas et qu'il faudrait en faire plus sur l'électrification, la biomasse, etc. Parce qu'il y aurait plus d'énergie à décarboner. Et du coup, donc voilà, sur la décarbonation de l'énergie proprement dite, donc je l'ai dit, 3 grands leviers, biomasse, chaleur renouvelable, électrification. Je vais commencer par la biomasse. La biomasse, donc c'est 3 choses. C'est la biomasse solide, donc typiquement le bois énergie. C'est la biomasse liquide, donc les biocarburants. Et c'est la biomasse gazeuse, donc le biogaz. Et là encore, on se rend compte que la SNBC, la stratégie du gouvernement français, est globalement assez optimiste. C'est-à-dire qu'ils partent du principe qu'on aura plein de biomasse pour faire plein de choses. Et en fait, il y a eu des rapports, notamment de France Stratégie, qui sont penchés là-dessus et qui disent c'est pas sûr du tout. On peut regarder, alors déjà la biomasse aujourd'hui utilisée, c'est 40 TWh. Ce qu'on pourrait utiliser au maximum en raclant les fonds de tiroir, c'est 120 TWh. Mais ce dont a besoin la SNBC, c'est 250 TWh. Donc sur la biomasse, ça risque vraiment de coincer. Donc là aussi, les hypothèses prises sont assez optimistes. Alors après, il y a la chaleur renouvelable. Donc la chaleur renouvelable, c'est quoi? Alors, je me permets d'en dire un mot parce que souvent c'est moins connu, c'est un peu moins présent dans les débats, alors que c'est super important aussi. La chaleur renouvelable, alors c'est plusieurs choses. C'est soit de dire qu'on va faire de la chaleur en brûlant du combustible renouvelable, donc de la biomasse. Donc là, c'est de la chaleur renouvelable avec combustion, mais quelque part, c'est compris dans ce que j'ai dit avant sur la biomasse. Soit on a de la chaleur renouvelable sans combustion, et là, ça inclut plein de choses. Ça inclut la géothermie. Vous allez chercher de la chaleur dans les sous-sols. Ça inclut les pompes à chaleur. Alors, c'est électrique, une pompe à chaleur, mais vous allez chercher les calories dans l'air ambiant. C'est la chaleur de récupération. Ça, c'est vous avez, par exemple, de la chaleur fatale, ce qu'on appelle la chaleur fatale dans des procédés industriels. Et vous allez, au lieu qu'elle soit perdue dans l'environnement, vous allez la récupérer pour en faire quelque chose. Et puis, c'est le solaire thermique. On oublie souvent parce qu'on parle beaucoup du solaire photovoltaïque, à juste titre. Il y a aussi le solaire thermique qui va convertir l'énergie solaire directement en chaleur et pas en électricité. Voilà. Et donc tout ça, la chaleur renouvelable sans combustion, c'est quand même un vrai vivier parce qu'en fait, il y a une bonne partie des besoins de chaleur qu'on pourrait couvrir comme ça et qu'on couvre aujourd'hui avec des énergies fossiles. Donc ça, avant de se dire typiquement on va l'électrifier ou on va consommer du biogaz ou autre, là il y a quand même un vrai vivier, alors, qui lui aussi est limité parce que sur les usages haute température, par exemple dans l'industrie, etc., souvent ça ne suffirait pas, mais c'est quand même un vivier intéressant. Donc biomasse, chaleur renouvelable, sans combustion, et j'arrive maintenant au sujet qui vient généralement en tête le premier quand on parle de transition, à savoir l'électrification. Donc,
selon la SNBC, l'électrification va jouer un rôle énorme, puisque l'idée, ça va être d'électrifier beaucoup de choses. On va électrifier les transports. Donc on va passer typiquement de véhicules thermiques, d'avions, de véhicules individuels thermiques, à de la voiture électrique, du train, du métro, etc. Dans le chauffage, on va passer de chaudière au fioul ou au gaz à des pompes à chaleur. Alors j'ai dit c'est de la chaleur renouvelable, mais il y a quand même de l'électricité derrière pour les faire fonctionner. Et puis pareil, dans l'industrie, on peut passer de procédés carbonés à des procédés électriques. Donc quand on fait ça massivement, on se retrouve avec une forte augmentation de la consommation électrique. Plus un tiers à peu près. Alors que, dans ce même cadre, on dit que la consommation énergétique globale diminue fortement. Autrement dit, la part de l'électricité augmente beaucoup. Aujourd'hui, c'est peut-être 20-25%. Là, demain, si on fait tout ça, on serait à plus de 50%. Plus de 50% de l'énergie consommée serait de l'électricité. Ça prendrait vraiment une part énorme dans le mix énergétique français. Alors pourquoi c'est effectivement un enjeu majeur, hein, c'est clairement au cœur du sujet, l'électrification. Mais là aussi, il y a des limites. Alors, de différentes natures, certaines plus ou moins débattues. Bon, déjà, ce qui est clair, c'est que c'est pas toujours possible d'électrifier. On peut pas prendre notre économie actuelle et tout passer à l'électrique. Il y a des choses qui n'existent pas technologiquement. Par exemple, le véhicule électrique existe dans l'automobile, mais l'avion électrique, ça n'existe pas. Ça existe sur des petits avions, mais les batteries sont trop lourdes pour convertir les courts moyens courriers, a fortiori les longs courriers, à l'avion électrique. Donc là, il faut clairement trouver d'autres choses. Donc déjà, on peut pas tout électrifier. Il y a des moments sur la mobilité lourde, c'est compliqué. Les batteries sont trop lourdes. Ensuite, électrifier, alors un peu comme toute solution technique, mais ça demande toujours du temps parce que il faut le temps de renouveler les parcs, il faut le temps de renouveler les stocks. C'est-à-dire que même si demain matin vous vendez 100% de voitures électriques, ça ne veut pas dire que tout le monde roulera en voiture électrique. Il faut le temps que les gens changent leur véhicule et vous rajoutez quelques années. Alors dans l'automobile, je sais plus, c'est peut-être une dizaine d'années la durée de renouvellement des flottes, je suis pas sûr. Dans l'aérien, je sais que c'est 25 ans. Donc, quand bien même on aurait demain matin un avion totalement décarboné, il faut 25 ans pour que la flotte se renouvelle et que tout soit décarboné. Donc il y a toujours cette durée-là de renouvellement des parcs. Et puis l'électrification demande aussi des métaux. Alors là, vaste sujet parce que on n'a pas attendu la transition pour consommer beaucoup de métaux. On consomme énormément de métaux de base. La transition numérique fait aussi consommer beaucoup de métaux. Le développement de pays comme la Chine ou l'Inde fait consommer beaucoup de métaux. Donc c'est pas, entre guillemets, la faute de la transition écologique. Par contre, il est vrai que la transition écologique mettrait encore plus sous tension la demande de certains métaux, notamment cuivre, cobalt, nickel, lithium, et particulièrement le véhicule électrique. Plus que les énergies renouvelables, etc. C'est vraiment le véhicule électrique. Et donc là, alors, il n'y a pas vraiment de consensus, mais par exemple, si on écoute Emmanuel H, qui est un des grands spécialistes du sujet, dans ces scénarios, on voit que si on électrifie tout le parc automobile mondial à l'horizon 2050, sans trop se poser de questions, c'est-à-dire qu'on fait pas trop de recyclage, de sobriété, etc., on va avoir un sujet, c'est-à-dire qu'on va être pas loin de consommer entre la moitié et toutes les réserves de cuivre et de cobalt qui sont dans la couche terrestre, à l'horizon 2050. Donc évidemment, rien ne nous oblige à dire on fait pas de recyclage, il faut en faire. Si on fait du recyclage, de la sobriété, etc., ça va sûrement se passer bien mieux que ça. Si on essaye de faire des véhicules pas trop gros, pas trop lourds, ça va aller dans le bon sens. Mais ça veut dire qu'il y a quand même un vrai sujet là-dessus sur la question des métaux. Et puis, pour que toute cette électrification ait un sens, donc là je vais faire une lapalissade, mais il faut de l'électricité. Et pour que ça soit intéressant, il faut qu'on ait beaucoup d'électricité et qu'elle soit bas carbone. Si vous n'avez pas assez d'électricité, vous ne pourrez pas électrifier tout ce que vous voulez. Si vous avez de l'électricité carbonée, ça ne sert à rien d'électrifier. Et donc là, c'est quoi les moyens de production d'électricité bas carbone? Il n'y en a pas 50, il y en a 2, il y a le nucléaire et il y a le renouvelable. Et donc là, toute la question, c'est est-ce qu'on peut déployer le renouvelable et ou le nucléaire suffisamment vite pour arriver à faire toute l'électrification qu'on veut. Donc typiquement pour faire du plus un tiers à l'horizon 2050. Donc là, je vais vraiment parler du cas français, parce qu'on a un mix électrique très particulier. Le sujet serait pas exactement le même, encore une fois, dans d'autres pays. En France, en fait, le problème qu'on a, c'est que
aujourd'hui, le mix électrique français dépend très fortement du nucléaire. C'est à peu près 70% de l'électricité qu'on consomme. Et le problème, c'est que le parc nucléaire, il est vieillissant. Il a été construit globalement. En fait, pourquoi on a fait du nucléaire? C'était en réponse au choc pétrolier de 73-79. Donc en gros, dans les années 80-90, on a construit plein de centrales, dont la durée de vie, en tout cas initiale, est une quarantaine d'années. Donc années 80 plus une quarantaine d'années. Du coup, on arrive dans les années où on va risque d'avoir ce qu'on appelle l'effet falaise, c'est-à-dire des fermetures en cascade de centrales nucléaires. Alors, tout n'est pas perdu, rassurez-vous, puisque d'une part, on peut prolonger la durée de vie de ces centrales. Il y a ce qu'on appelle le grand carénage qui est censé les faire passer de 40 à 50 ans. Et puis après, il y a la possibilité d'imaginer étendre jusqu'à 60 ans ou même au-delà la durée de vie des centrales. Mais il y a une incertitude là-dessus, c'est-à-dire que si l'autorité de sûreté nucléaire n'autorise pas cette extension de durée de vie, on se retrouve avec des fermetures de centrales. Et donc, comme c'est en tout 70% du mix électrique, il ne faudrait pas que ça arrive sur trop de centrales trop vite. Donc il y a cette idée-là. Et en parallèle, il y a l'idée de lancer du nouveau nucléaire. Donc là, c'est les fameux EPR2. Ça a été lancé ou relancé sous Macron. L'idée, c'est d'en avoir. Alors dans les scénarios RTE, j'ai un slide qui en parle là. C'est typiquement d'envisager 14 réacteurs EPR2 à l'horizon 2050. Voilà. Et les premiers devraient arriver en 2035. Voilà. Mais tout ça, c'est très ambitieux. C'est-à-dire que j'ai dit aujourd'hui le nucléaire, c'est 70%. Si on veut ne serait-ce que maintenir la part du nucléaire à 50% en 2050, il faut déjà faire plein de choses très ambitieuses qui sont prolonger tous les réacteurs actuels jusqu'à 60 ans, en prolonger certains au-delà de 60 ans, construire donc 14 EPR2, sachant qu'on n'a toujours pas réussi à faire marcher l'EPR1 de Flamanville, quand même, qui a 10 ans de retard et dont les coûts ont explosé. Alors, il y a des EPR qui marchent en Finlande, en Chine, etc., donc faut pas... Et c'était une tête de série, donc il y a des raisons pour lesquelles ça a mis du temps à marcher, Mais voilà, si on a le même genre de déboire sur le PR2, pour lequel, quand on lit la presse, on comprend qu'il y a déjà des risques de surcoût, de délais supplémentaires, les 14 EPR2 en 2050, c'est déjà une hypothèse optimiste. Et après, donc, on suppose aussi qu'on arrive à déployer ce qu'on appelle des SMR, donc Small Modular Reactors, ça c'est des petits réacteurs nucléaires qui viendraient un peu en complément. Donc il faut arriver à faire tout ça, sur tout cet effort d'extension du parc historique et de lancement du nouveau nucléaire, pour juste limiter la chute du nucléaire de 70 à 50%. Voilà. Et si on fait moins bien, bah, ça chutera encore plus. Donc ça veut dire déjà que, je le dis autrement, le renouvelable va forcément jouer un énorme rôle. Puisque si on fait maximum 50% de nucléaire, ça veut dire qu'on fait au moins 50% de renouvelable, entre 50 et 100%. Alors là, certains vont dire, bah oui, bah du coup, on s'embête pas avec le nucléaire, on fait que du renouvelable. Le problème, c'est que si on fait que du renouvelable, là aussi, ça demande des rythmes de déploiement très 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 élevés. En France, on n'est vraiment pas en avance là-dessus. Et donc là, globalement, pour arriver à faire ce que RTE appelle le scénario M0, donc c'est en gros sortie du nucléaire en 2050, 100% renouvelable en 2050, pour arriver à faire ça, il faut être en gros meilleur que les meilleurs élèves européens sur chaque type d'énergie renouvelable. Donc meilleur que les Anglais sur l'éolien offshore, meilleur que les Allemands sur le photovoltaïque, si je dis pas de bêtises. Voilà, en gros, il faut être meilleur que les meilleurs de la classe dans chaque type d'énergie jusqu'en 2050. Donc c'est peut-être pas impossible, mais c'est là aussi quand même un gros pari. Voilà. Ce à quoi s'ajoute, côté nucléaire, les réticences de certains sur les accidents et les déchets, donc qui, de mon point de vue, sont des problèmes exagérés, mais voilà, on pourra en parler, c'est des vrais sujets qu'il faut mettre sous contrôle. Et voilà, certains s'opposent à cette énergie pour cette raison. Et côté renouvelable, il y a toutes les craintes sur l'intermittence. Là aussi, on peut apporter pas mal de réponses. Pareil, s'il y a des questions, on y reviendra. Mais pour moi, le sujet clé, c'est vraiment celui des rythmes de déploiement. C'est-à-dire que même si on fait nucléaire et renouvelable, ça va être compliqué en termes de rythme de déploiement exigé. Et si on fait qu'un des deux, alors là, c'est encore beaucoup plus compliqué. C'est même impossible pour le nucléaire et très compliqué si on fait que du renouvelable. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, ce qui traduit un peu ça, je trouve, c'est quand on va regarder les scénarios de gens qui sont les plus pro-nucléaires ou les plus pro-renouvelables. Ce que j'ai cité jusqu'à présent, c'est RTE, donc qui fait globalement consensus. Et donc, qui dit maximum, on peut aller jusqu'à 50% de nucléaire. Mais
vous avez une association qui s'appelle les Voix du nucléaire, donc c'est des professionnels du secteur, généralement, qui eux disent mais RTE est trop pessimiste, en fait on pourrait aller beaucoup plus loin, on pourrait faire plus de nucléaire, on a fait des rythmes plus rapides que ce que suppose RTE, par exemple dans les années 80, donc on va faire plein de nucléaire. En fait, même eux, ils disent RTE est déjà trop optimiste sur le 2035, sur les EPR2 en 2035. Eux, ils disent que ça commencera sûrement après. Et du coup, sur la transition, enfin, jusqu'au moment où on arrive à relancer du nouveau nucléaire, même les voies du nucléaire, ils disent on va avoir besoin de beaucoup de renouvelables. Et donc, du solaire, de l'éolien, etc. Avant que le nouveau nucléaire prenne le relais, même les voies du nucléaire disent il nous faudra plein de renouvelables. Et vous avez un peu le symétrique de ça chez Negawatt, donc qui est l'association clairement anti-nucléaire, là, pour le coup, qui eux se fixent pour but, comme hypothèse de départ, qu'il faut sortir du nucléaire. Donc là aussi, ils sont plus optimistes que le plus pro-renouvelable des scénarios RTE. RTE dit on peut peut-être sortir en 2050, eux ils disent non, on sort dès 2045. Alors ça impose des grosses hypothèses sur la sobriété, l'efficacité, etc., ce qui divise par 3 la conso d'énergie d'ici 2050, pour arriver à s'en sortir que par du renouvelable. Mais il n'empêche qu'ils sortent pas demain matin. Ils sortent en 2045. Autrement dit, jusqu'en 2045, ils ont besoin du nucléaire. Et donc on voit que même chez les plus pro-nucléaires ou plus pro-renouvelables, il y a aussi besoin de l'autre forme de moyens de production électrique. Donc un petit peu le même message que ce que je dis sur transition ou décroissance, quand je dis il faut les deux. En fait, si on zoome au sein de la transition sur nucléaire ou renouvelable, moi je dis il faut les deux. Bon, et la question, parce que là j'ai fait le tour d'horizon de tous mes degrés de liberté sur la transition, est-ce qu'à l'arrivée ça suffit ou pas? Est-ce qu'à l'arrivée on peut s'en sortir que par de la transition? Et est-ce qu'on est sûr de notre coup, sachant qu'on n'a qu'une planète et qu'une tentative pour la sauver, donc on n'a pas trop le droit à laisser erreur, quoi. Moi je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui permettent de dire que c'est incertain. Je l'ai dit, la SNBC ne compte pas les importations, donc déjà l'exercice est un peu biaisé. Sur ce périmètre restreint, elle est très optimiste sur les puits de carbone. Elle compte un niveau de puits de carbone qu'on n'aura pas, vraisemblablement. Elle est très optimiste sur l'efficacité énergétique et elle est très optimiste sur la biomasse. Et donc, même en supposant tout ça, elle est obligée de miser sur une très forte électrification. Mais si ces autres leviers ne sont pas au rendez-vous, c'est pas plus un tiers qu'il faut faire, c'est encore beaucoup plus. Okay. Mais là, déjà, comme ça, c'est plus un tiers de conso électrique. Et donc, ça suppose un effort massif de déploiement du renouvelable et du nucléaire. Alors qu'il est encore plus incertain si en plus on s'interdit le nucléaire ou on se limite sur le renouvelable. Voilà, donc moi ce que je pense, c'est d'une part qu'il faut de la transition, il en faut le plus possible, le plus vite possible. Pour ça, il faut miser sur tous les leviers à fond. Il faut rien s'interdire par dogmatisme. Mais par contre, il faut être conscient que même en faisant tout à fond, ça peut ne pas suffire. Et la question, c'est si ça suffit pas, qu'est-ce qu'on fait? Et là, il n'y a qu'une autre branche d'un point de vue logique, c'est la décroissance. Donc, je vais vous parler maintenant de décroissance. Mais avant, je vais boire un peu d'eau. C'est important aussi, la ressource en eau. Donc, la décroissance. Donc là évidemment, la discussion ne va pas être du même ordre, puisqu'on va pas parler technique. Là, on est sur une proposition de nature sociale, en fait, avec la décroissance, socio-économique. Donc on va voir qu'on va tomber aussi sur des limites, mais qui ne sont pas du même ordre. Ce pas des limites techniques ou industrielles, c'est des limites sociales, philosophiques, psychologiques. Mais c'est des limites tout de même. L'exercice que je propose ici, c'est de raisonner déjà dans le cas de la France, ou plus généralement dans le cas d'un pays riche. Moi, la décroissance que j'imagine, je ne l'imagine pas pour des pays en voie de développement, pour des pays pauvres, qui eux, pour le coup, ont besoin de croissance, ils émettent quasiment rien, ils ont tout plein de problèmes sociaux, ils sont soumis à des épidémies, des famines, des guerres, etc. La priorité n'est clairement pas de faire de la décroissance, et ça me paraît même moralement très discutable d'aller là-dessus. Donc là, on parle de décroissance pour les pays riches. Au sein des pays riches, donc moi je vais prendre le cas de la France, c'est une décroissance qui ne va pas être homogène. C'est-à-dire que c'est pas une simple réduction d'échelle de l'économie, toutes choses égales par ailleurs.
Moi, la décroissance qui me paraît souhaitable, pour que ça se passe à peu près bien, c'est de dire il y a une contraction sélective du côté de l'offre, c'est-à-dire que on fait décroître la production, mais pas tous les secteurs pareils. Forcément, on est obligé de se poser la question de est-ce qu'on préserve certains secteurs dans une décroissance d'ensemble. Et il va y avoir aussi une contraction sélective de la demande, c'est-à-dire qu'on va pas juste dire on réduit les revenus de tout le monde de la même manière. Il va falloir forcément essayer de préserver les plus vulnérables et donc de faire peser davantage d'efforts sur les autres. Et puis, dernier élément qui me paraît important, il ne faut pas que ça se fasse non plus au détriment de l'emploi. On dit on divise le PIB par 2, mais du coup, il y a 2 fois moins d'emplois, donc désolé, on passe à 20 millions de chômeurs, ça va évidemment être compliqué. Donc la question que je pose, c'est jusqu'où on peut aller. Là, il y a quelque part, il y a des calculs qui sont faisables. Jusqu'où on peut aller au maximum en termes de réduction du PIB en France si on fait cet exercice-là. Alors déjà, du côté de l'offre, évidemment que, du côté de la production, évidemment que la décroissance va être différenciée. Si par exemple on se dit on veut baisser le PIB de, je sais pas, 20%, ça va pas être moins 20% pour tous les secteurs. Ça va pas être on mange 20% de moins, on se soigne 20% de moins, évidemment. Donc ça veut dire qu'il y a des secteurs qui sont préservés, qui sont pour moi déjà à minima les services publics essentiels, et évidemment les secteurs qui sont impliqués dans la transition. Parce que moi je dis qu'il faut faire la décroissance et la transition, donc il ne faut pas que la décroissance nuise à la transition qui a lieu en parallèle. Et donc évidemment que là-dedans, le secteur du nucléaire ou du renouvelable est en croissance. Et que, j'ai dit, les services publics, eux, sont en croissance ou au moins constants dans ce contexte-là. Et à l'inverse, il y a des secteurs qui vont être beaucoup plus ciblés que la moyenne. Parce que, encore une fois, comme il y a de la transition à côté, on imagine bien que l'automobile thermique, l'aéronautique, les énergies fossiles, ça, c'est des choses qui vont décroître beaucoup plus que la moyenne du PIB. Et puis, dans un autre registre, on peut avoir aussi des choses qui sont moins essentielles, pas forcément très carbonées, mais dont on peut plus facilement se passer. Voilà, le luxe, ou même des choses qui poussent à la consommation, comme la publicité. Là, il y a un certain nombre de secteurs dans lesquels on peut faire des coupes et on ne va pas toucher à des productions essentielles. Donc, il y a clairement un tri à faire là-dessus. Et alors là, je ne vais pas aller très loin dans l'exercice parce qu'il faudrait aller à un niveau de détail qu'on n'aurait pas le temps de développer ici. Mais juste pour vous donner une idée, c'est intéressant de regarder la part du PIB que prend aujourd'hui chaque grand secteur. Donc, par exemple, l'agriculture, c'est que 2% du PIB. Les services publics, c'est la dernière ligne, c'est les services non marchands, 22%. Donc par exemple, si vous vous dites, moi je veux pas toucher à l'agriculture et aux services publics, déjà vous sanctuarisez 25% du PIB. Ça veut dire que même si vous supprimez tout le reste, ce qui n'a pas de sens bien sûr, mais déjà vous ne pourrez pas faire plus qu'une division par 4. Donc déjà, vous voyez, il y a quand même des limites intrinsèques. Et en fait, c'est bien sûr bien plus limité que ça, parce que déjà, tous les secteurs un peu moins essentiels ne peuvent pas être supprimés comme ça d'un claquement de doigts. On a quand même besoin d'un minimum d'industrie, de services marchands, etc. En tant que tel, et aussi pour faire tourner les services publics et l'agriculture. Une agriculture sans production de tracteurs, une agriculture, des services publics sans ambulance, sans camion de pompiers, sans, vous voyez que si on tire le fil, même les secteurs essentiels font appel derrière, en fait, à tout plein d'autres secteurs. Et donc là, pour faire l'exercice en détail, alors il y a un économiste qui s'appelle François Briens qui a fait une thèse sur la macroéconomie de la décroissance, et il fait l'exercice. Il raisonne sur des tableaux entrées-sorties et il dit chaque secteur a besoin de ça, ça, ça dans les autres secteurs. Et donc, si je fais diminuer tel secteur, ça a tels effets globaux sur l'économie. Voilà, mais donc c'est un exercice qui est un peu compliqué, mais c'est pour se dire qu'on va forcément être limité à ce niveau-là. À partir du moment où on va vouloir préserver des secteurs essentiels, on ne va pas pouvoir diviser le PIB par 10 sans se poser aucune question. Donc ça, c'est côté offre, côté production. Et après, donc, sujet peut-être même encore plus délicat, du côté de la demande, du côté des revenus, comment on gère ça? Si on dit, voilà, par exemple, je sais pas, je veux diminuer le PIB je veux le diviser par 2, est-ce que je dis tout le monde gagne 2 fois moins? Alors, il y en a qui arriveront peut-être encore à vivre, mais la personne qui est au SMIC ou au RSA, un demi-SMIC, ça risque quand même d'être compliqué. Et donc, ça va être déjà pas souhaitable socialement et pas faisable politiquement non plus. Donc du coup, comment on fait? Donc, moi, une méthode que je propose, alors qu'il pourrait y en avoir d'autres, mais c'est de dire jusqu'où on peut aller si on préserve la moitié la plus pauvre de la population. C'est-à-dire, en gros, les classes populaires, les ménages les plus vulnérables, on dit, eux, on va
rien leur demander, on va maintenir leurs revenus. La somme totale des revenus va diminuer, mais eux, on va pas toucher à leurs revenus. Ce qui, d'une part, me paraît socialement défendable, et en plus, politiquement, ça veut dire qu'on a une majorité de gens qui n'y perdent pas, et que donc il y a un espoir de faire accepter ça démocratiquement. Si vous avez une stratégie où les 9/10 de la population y perd, ça va être compliqué électoralement de gagner là-dessus. Faut être clair. Donc là, l'idée, c'est de dire on préserve la moitié la plus pauvre de la population. Les 40% suivants, c'est-à-dire en gros les classes moyennes, leurs revenus vont diminuer à proportion de la décroissance d'ensemble. Si on veut faire moins 20% de PIB, les classes moyennes, c'est moins 20% de leurs revenus. Et les 10% les plus riches vont faire variable d'ajustement. C'est-à-dire que quelque part, tout l'effort qui n'aura pas été fait, entre guillemets, sur les 50% les plus pauvres, devra être fait sur les 10% les plus riches. Voilà. C'est un parti pris, hein, clairement. Chacun peut imaginer sa méthode et sa façon de raisonner. Mais déjà, vous voyez que les 10% les plus riches, vu qu'on a beaucoup d'inégalités, ils gagnent beaucoup plus que la moyenne. Hein, ils ont à peu près 30%, je crois, du revenu national. Donc il y a une marge de manœuvre, mais elle n'est pas infinie. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez, entre guillemets, supprimé tout le revenu des 10% les plus riches, vous ne pouvez pas aller plus loin dans la démarche. Donc là aussi, ça va nous amener à un résultat. Donc là, si j'essaie de le faire quantitativement, ça c'est la distribution actuelle des revenus en France par décile. Alors là, en dessous du 5e décile, ça veut dire les 50% les plus pauvres, donc ils gagnent en moyenne 1 200 € par mois. Là, c'est les 40% des classes moyennes, donc ils gagnent 2 300 € par mois en moyenne. Et puis les 10% les plus riches à droite, qui gagnent environ 5 000 € par mois. Alors c'est après redistribution, c'est-à-dire que ça tient compte de tous les mécanismes redistributifs déjà en vigueur actuellement, de toutes les aides, de tous les impôts, de toutes les cotisations, etc. Ok, donc si là-dessus on dit, je vais faire baisser le niveau de vie moyen de X%, je touche pas aux plus pauvres, et c'est les classes moyennes et surtout les 10% les plus riches qui font variable d'ajustement, qu'est-ce que ça donne? Donc si je fais du moins 10%, ça donne quelque chose comme ça. La pyramide des revenus commence à se contracter un petit peu, mais on voit qu'il y a encore une certaine différenciation, ça a l'air encore faisable. Si on fait du moins 20%, on voit qu'on commence à avoir une forte réduction des inégalités qui est nécessaire. Moins 25%, on réduit encore plus. Et moins 30%, j'ai l'impression qu'on arrive quasiment à la limite où tout le monde n'est pas loin de gagner pareil. C'est-à-dire que là, vous avez les 50% les plus pauvres, je n'y ai pas touché, donc eux, ils gagnent la même chose que depuis le début. Les classes moyennes, elles sont quand même passées de 2300 à 1600 € par mois. Donc c'est quand même déjà pas du tout anodin comme changement. Alors on peut imaginer que ça soit une moyenne, hein. Sur 40% de la population, on peut faire plus sur les plus riches de cette catégorie et moins sur les plus pauvres. Et sur justement les 10% les plus riches, là on est passé de 5000 à 1700. Donc c'est déjà très radical en fait comme proposition. Alors on pourrait dire, bah oui, mais d'un autre côté, ces gens-là gagneront toujours plus que ce que gagne aujourd'hui la moitié la plus pauvre de la population, un Français sur deux. Quelque part, voilà, il y a déjà une moitié de la population qui vit comme ça. Voilà. Mais par contre, pour faire accepter ça politiquement et socialement, on est déjà quand même sur quelque chose de pas simple. Et avec ça, je ne fais que 30% de décroissance. Okay, donc c'est pas simple. Donc en fait, il y a une vraie limite aussi. La transition a ses limites techniques, la décroissance, moi je pense qu'il faut en faire. Mais il ne faut pas vendre le fait qu'on va tout faire par la décroissance. Ça paraît complètement impossible quand on regarde ces chiffres-là. Et puis il y a la question aussi de l'emploi. Où on se dit, bah oui, mais si on divise le PIB par 2, si on le réduit de 30%, ça va faire 30% d'emplois en moins et ça va être une catastrophe. Alors ça, pour le coup, moi je trouve que c'est un argument, c'est une limite qui est beaucoup moins dure, je trouve, dans le sens où on a une variable d'ajustement qui est le temps de travail. C'est-à-dire que si vous dites, en fait, le PIB, c'est quoi? On peut le voir comme le produit de trois choses. On peut dire, c'est combien de personnes travaillent, multiplié par combien de temps ils travaillent en moyenne, multiplié par combien ils produisent chaque fois qu'ils travaillent une heure. Si vous faites comptablement la moyenne, le produit de ces trois trucs, ça vous fait le PIB. Et donc, si on dit, moi je baisse le PIB, mais je veux pas baisser le nombre d'emplois, je peux baisser le temps de travail. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est faisable. Sachant qu'il y a par ailleurs la question de la productivité, dont je ne parle pas volontairement, on pourra y revenir s'il y a des questions. On peut même aller plus loin d'ailleurs en se disant, en fait, même si on veut combattre le chômage, c'est-à-dire augmenter le nombre d'emplois tout en baissant le PIB, en fait c'est possible, il faut juste baisser encore plus le temps de travail. Mais quelque part, c'est pas impossible.
Sachant qu'après, toute la question, c'est de dire, bah oui, mais du coup, les gens travaillent moins, mais donc ils sont payés moins. Mais là, quelque part, on retombe sur le problème d'avant. C'est-à-dire qu'on peut imaginer des mécanismes redistributeurs où, bah, effectivement, quand vous êtes dans les travailleurs pauvres, vous travaillez moins, mais vous êtes payé autant, parce qu'il y a des mécanismes redistributifs. Et par contre, quand vous êtes un travailleur classe moyenne ou riche, bah là, vous travaillez moins et vous êtes payé moins, voire encore moins que votre réduction de temps de travail si vous êtes dans les plus riches. Parce que vous allez financer le fait qu'on maintient le revenu des travailleurs pauvres. Donc ça, qu'est-ce que ça donnerait? Alors, comment on réduit le temps de travail? Il y a plusieurs façons de le faire. Dans la semaine, typiquement semaine de 4 jours. Dans l'année, donc ça, typiquement, c'est des semaines de congés payés en plus. Et dans la vie, donc ça, c'est le fait de partir plutôt à la retraite. Ce qui n'est pas la tendance de ces dernières années, ça vous aura pas échappé. Et là, pareil, c'est des solutions pas exclusives. On peut imaginer un cumul de ces différentes approches. Par exemple, si on veut réduire le temps de travail de 30%, donc là, je suis toujours sur mon truc de dire 30%, ça a l'air d'être un peu le maximum faisable. Donc, qu'est-ce que ça implique en termes de réduction de temps de travail? Ce serait typiquement la semaine de 30 heures. Donc, aujourd'hui, on n'est pas du tout à 35. Hein. En moyenne, les Français travaillent 39 heures par an. Donc là, on passerait à 30. J'ai dit quoi? Par an. Ah non, on travaille plus quand même. Par semaine. Mais tout le monde avait rectifié, de toute manière. Ouais, ça va, vous allez corriger. Vous suivez. Non, mais je fais des petits tests comme ça. C'est bien. Donc ouais, aujourd'hui, on est à 39 heures, par semaine, et donc là, on descendrait à 30 heures par semaine. Et en plus, on rajouterait 4 semaines de congés supplémentaires. Alors, au lieu d'avoir 5 semaines de congés payés, on en aurait 9. Bon, voilà, ce qui n'est pas complètement inimaginable. Et en fait, on peut même se dire, bah, ça, c'est plutôt sympa. C'est-à-dire que ça veut dire qu'on a globalement, collectivement, plus de temps libre. Et c'est aussi quelque chose à mettre dans la balance. C'est-à-dire que quand il va falloir défendre ça politiquement, ça va pas être qu'une baisse de revenus. Ça va être de dire, déjà, on touche pas aux revenus de la moitié la plus pauvre de la population. On maintient l'emploi par la réduction du temps de travail. Mais en plus, quelque part, on donne envie aux gens parce qu'en fait, tout le monde va avoir plus de temps libre. Et donc là, chacun fera son arbitrage à son niveau, mais on se dit, les 50% les plus pauvres, on leur dit, bah, vous allez travailler moins et gagner autant. Là, normalement, ils peuvent que être d'accord. Les classes moyennes, on va leur dire, bah, vous allez travailler moins, vous allez aussi gagner moins. Donc là, chacun va peut-être pas, son cœur va peut-être pas balancer du même côté. Et les plus riches, bon, bah là, pour le coup, vont clairement faire variable d'ajustement, ils travailleront un peu moins et gagneront beaucoup moins. Mais après, ils sont minoritaires, donc quelque part, si le critère, c'est d'avoir une majorité politique, ce genre de projet peut être vendable politiquement. Ce qui n'est pas le cas d'autres projets de décroissance plus radicaux. Si vous dites que c'est moins 50% pour tout le monde, vous n'avez aucune chance d'être élu. Donc voilà, ça c'est pour l'aspect lien avec l'aspect électoral et démocratique de la chose. Et puis, plus fondamentalement, il y a quand même le fait de vendre aussi une écologie, ce que j'appelle une écologie de l'épanouissement, c'est-à-dire de dire, c'est pas juste on va se serrer la ceinture, c'est pas juste un truc de contrainte, il en faut. Je pense que la transition va impliquer son lot de contraintes fiscales, réglementaires, etc. Mais là, c'est aussi de dire, ça va être un épanouissement individuel et collectif, on va avoir plus de temps libre. Et là, quelque part, ça parle autant, si j'y vais avec des grands clichés, ça parle autant à l'ouvrier exploité qu'au cadre en burn-out. Le fait d'avoir plus de temps libre et de plus profiter de la vie. Et moi, je suis persuadé que dans les classes moyennes urbaines, qui sont typiquement les publics classes moyennes, mais avec un haut niveau de conscience écologique, moi, je pense qu'on peut toucher beaucoup de monde avec ce genre de discours. Mais voilà, tout ça pour dire qu'on arrive quand même à quelque chose où on sent qu'au-delà de 20-30% de réduction du PIB, moi, ça me paraît compliqué d'aller au-delà. Et du coup, comme je le rappelle, le but c'est de diviser les émissions par 5, moins 30%, on en est très très loin. Ça veut dire que même si on est très très optimiste sur la décroissance, il faut forcément faire beaucoup de transitions. Et donc tous les discours du type la transition est une arnaque, la vraie solution c'est la décroissance, moi j'attends un calcul chiffré qui me montre comment on fait. Voilà. Mais de la même manière qu'une stratégie qui part du principe qu'on va faire que de la croissance verte et que ça va passer, sans remettre en cause la croissance, j'attends aussi qu'on me montre comment on fait. Donc voilà, moi j'ai l'impression qu'il va falloir les deux, ne pas se passer ni l'un ni l'autre. Voilà, donc ça va être ça mon message de fin. Je suis encore dans les temps. On a une double contrainte carbone, changement climatique et épuisement des ressources fossiles. On a deux méthodes complémentaires pour faire face à ça, la transition et la décroissance. La transition, elle a des limites.
techniques, industrielles, de rythme de déploiement, de consommation de métaux, de plein de choses. Donc on ne pourra pas en faire autant qu'on veut, et donc c'est pas sûr que ça suffise. Il faut en faire le plus possible, mais c'est pas sûr que ça suffise. Et donc, décroissance, mais la décroissance, elle a des limites sociales, politiques, psychologiques, qui font qu'on ne pourra pas aller non plus aussi loin qu'on veut dans cette direction, et donc il faut aussi de la transition. Donc, je pense qu'il faut arrêter d'opposer ces deux approches, de même qu'il faut arrêter d'opposer finalement le nucléaire et le renouvelable. Je pense qu'on a besoin de tous ces degrés de liberté à fond, et ça sera le mot de la fin. Je vous remercie de votre attention. Oui. Tu as parlé de la stratégie nationale bas carbone qui, elle, prévoit plutôt de la croissance. Est-ce qu'il y a des parties de l'État qui considèrent des scénarios de décroissance? Pas que je sache. En fait, la plupart des scénarios, en fait, tous les scénarios, que ce soit les scénarios de l'AIE au niveau mondial, pour moi, tous les scénarios, à ma connaissance, c'est toujours des scénarios de croissance verte. Et en fait, c'est toujours des scénarios comme on appelle backcasting, si je dis pas de bêtises. En fait, on suppose qu'on va y arriver. L'hypothèse de départ, c'est on atteint la neutralité carbone en 2050. Et après, la question qui est posée, c'est bon, bah, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Et après, c'est plus ou moins crédible. Et si c'est moins crédible, on dit bah là, il y a un risque là-dessus. Mais la conclusion est toujours que ça va être bon, par définition de l'exercice. Il n'y a jamais personne, à ma connaissance, qui fait l'exercice dans l'autre sens. Ça a été fait de manière sectorielle. Le PTEF ne fait pas ça. Alors le PTEF, lui, c'est un peu différent parce qu'il est accroissant. C'est-à-dire qu'il dit la question du PIB ne nous regarde pas. Voilà. Ce qui est encore un peu une autre façon de voir les choses. Mais si on garde l'indicateur PIB, tu vois, typiquement de se dire, bon, voilà, la technique au maximum peut faire tant avec un bon niveau de confiance et donc il reste tant à faire par de la décroissance. Moi, j'ai jamais vu un exercice chiffré comme ça, ni au niveau français, ni au niveau mondial. Et j'aimerais bien en voir un. Ça serait très intéressant. Pour moi, ce qui se rapproche le plus de ça, c'est au niveau sectoriel, dans l'aéro. Le rapport pouvoir voler en 2050, c'est ça. C'est de dire optimisme maximum sur l'avion à hydrogène, les carburants durables, les gains d'efficacité énergétique. Si on met le maximum de ce qui est crédible, le plus optimiste possible pour le secteur, est-ce que le compte y est? Réponse non. Et donc du coup, de combien il faut baisser le trafic? Mais pour moi, c'est les seuls à le prendre sous cet angle-là. Ça serait très intéressant de le faire au niveau de l'ensemble de l'économie. Oui. Les pays qui suivent déjà cette tendance, et est-ce que tu penses que ça peut fonctionner si la France se met à faire ça isolée Alors, des pays qui suivent cette tendance-là, non, mais quelque part, alors sur la décroissance, non, clairement non. Alors, il y a toujours cette question-là qui revient, la question quelque part de et si on est les seuls à le faire. Et là-dedans, il y a un peu deux sous-questions, c'est-à-dire qu'il y a la question de si on s'y met tout seul, ça sert à rien parce qu'on n'est que 1% des émissions, machin. Et il y a la question de si on s'y met tout seul dans un contexte hostile, en tout cas un contexte qui ne suit pas la même voie, on risque de se tirer une balle dans le pied et d'en être les premières victimes. Il y a ce qui n'est pas exactement la même, c'est deux sous-objections au sein de cette objection. Donc sur l'aspect, on n'est que 1% des émissions, etc. Moi, je crois beaucoup au pouvoir d'entraînement. C'est-à-dire que, en fait, si on raisonne comme ça, quelque part, il y a un moment où dans le monde, il y avait que des monarchies absolues de droit divin, ou des empires, voilà. Et à un moment, les démocraties et les républiques se sont quand même en grande partie généralisées, et on n'a pas attendu que tout le monde s'aligne là-dessus via un sommet international. Donc à un moment, ça part dans un pays, c'est imité, il y a des allers-retours, il y a des échecs, et puis au bout d'un moment, ça devient plus ou moins général. Moi, je crois pas mal à un scénario comme ça, et donc je pense qu'un pays comme la France, mais sûrement parmi d'autres, a un peu aidé à impulser ça. C'est-à-dire qu'à l'heure où l'information est mondialisée et circule très vite, je pense que si un pays comme la France se lance là-dedans, ça va pas laisser l'opinion mondiale indifférente. Et je pense qu'il va y avoir des débats partout. Est-ce qu'on fait pareil ou pas? Donc là, tous les pays font sûrement pas le même choix, mais je pense que ça suscitera un peu un électrochoc. Donc voilà. Et après, sur la question de oui, mais si on le fait tout seul, est-ce qu'on va pas se tirer une balle dans le pied? Alors là, c'est une question économique. Alors moi, j'ai absolument pas parlé d'économie là dans tout ça, c'est-à-dire que j'ai jamais parlé de quelle est la politique économique qui permet de mettre en place la transition, quelle est la politique économique qui permet de mettre en place la décroissance. Parce qu'en fait, il n'y a pas une transition, une décroissance, il y en a plein.
avec différentes modalités de politique économique derrière. Et typiquement, la stratégie consistant à dire je fais de la transition ou de la décroissance en économie totalement ouverte, c'est-à-dire sans remettre du tout en cause la libre circulation des biens et des capitaux, ça me paraît très compliqué. Ça me paraît assez antinomique avec l'idée de relocalisation, typiquement. C'est-à-dire que les usines ont été délocalisées pour une bonne raison, à savoir que c'était moins cher et moins contraignant ailleurs. Et donc je pense qu'à un moment, il va falloir interroger ça. Et donc on est au cœur de la question de si on le fait tout seul. Si on le fait tout seul, il va falloir, je pense, une dose de protection qui doit évidemment certainement pas être du nationalisme, de l'autarcie ou tout ce qu'on veut, mais une dose de protection pour dire bah si on se met des contraintes écologiques en plus, on met à minima les mêmes contraintes sur les importations pour au moins ne pas se désavantager dans la concurrence internationale. Quelque part, on va être obligé de faire ça. Et donc c'est incompatible avec le libre-échange actuellement en vigueur. Clairement. C'est pas la seule chose incompatible avec le système économique actuel. Oui. Est-ce que les hypothèses technologiques sont faites à technologie constante? Est-ce que, par exemple, pour le photovoltaïque, si il existe une pente de réduction des coûts qui est constatable depuis un bon bout de temps, énorme, ouais. Et si on la prolonge, est-ce que alors, la première partie de la question, est-ce que c'est à hypothèse technologique et coût constant, enfin, ce qui existe aujourd'hui, ou est-ce que des tendances connues et existantes sont prolongées pour établir la capacité à produire de l'énergie en 2050? Alors dans les scénarios, que ce soit RTE en France ou l'AIE au niveau mondial, ça repose en partie sur des technologies qui n'existent pas aujourd'hui. Ça suppose des hypothèses sur la prolongation du progrès technique. Typiquement l'AIE, donc je crois que c'est dans son rapport de 2021, disait qu'en gros la moitié des technologies pour la neutralité carbone 2050 étaient des technologies qui n'existaient pas encore ou seulement à l'état de prototype. Et alors depuis, je crois qu'en 2023, ils ont émis un jugement un peu plus optimiste en disant que c'était pas 50%, que souvent on avait sûrement une partie plus importante que ça des technologies déjà disponibles. Et voilà, il y a une partie des technologies dont on a besoin en 2050, qui sont dans les plans, mais qui n'existent pas encore. Bah, typiquement, le cas des mécanismes de capture artificielle de CO2, hein. Ça, c'est pas du tout au point, c'est pas du tout à l'échelle, et on le compte. De même que dans les scénarios 100% renouvelables RTE, on suppose qu'on va faire du power to gas to power, c'est-à-dire qu'on va, l'électricité renouvelable en trop, on en fait de l'hydrogène, qu'on stocke quelque part, qu'on reconvertit en électricité, ça personne ne le fait. Enfin, personne ne le fait à l'échelle, il faudrait stocker des grosses quantités d'hydrogène quelque part. Alors c'est pas la seule façon de gérer la flexibilité, mais dans les scénarios, on a des choses comme ça qui ne sont pas technologiquement démontrées aujourd'hui et sur lesquelles on repose pourtant. Donc voilà. Et après sur le photovoltaïque, parce que c'est un bon exemple, ça illustre bien effectivement le fait que les choses peuvent aussi bouger très vite, dans un sens ou dans l'autre. Et des fois, on a des bonnes surprises. Et le photovoltaïque, pour moi, rentre dans cette catégorie. En 10 ans, le coût des panneaux solaires a été divisé par 10. Et sur l'éolien, je crois que c'est une division par 3. Donc ça a très 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 fortement baissé en très peu de temps. Alors la raison à ça, c'est des raisons derrière de politique publique. Hein. C'est-à-dire que au début, les énergies renouvelables n'étaient pas du tout compétitives par rapport aux fossiles. Donc du coup, on les a massivement subventionnés. On a mis en place des prix garantis, des subventions, etc. Ça a aidé leur déploiement. On est passé à l'échelle. Et du coup, avec les effets d'échelle et le progrès technique, pour le coup, les coûts intrinsèques, là, sont vraiment très bas, ce qui fait qu'aujourd'hui, même si on n'aidait plus, ça serait compétitif en soi. Et parce qu'on a débloqué l'état initial qui était verrouillé. Et effectivement, le monsieur qui disait la Chine, et c'est effectivement une grosse partie de l'équation aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le premier producteur de très très loin, pour son marché à lui, mais aussi pour la planète tout entière, c'est la Chine, et qui, eux, produisent à des coûts très très bas. Donc ça tire tous les coûts vers le bas, et quelque part, l'ensemble de la transition énergétique mondiale en bénéficie. Mais donc effectivement, ça peut des fois bouger très très vite en quelques années, dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Donc il faut toujours rester ouvert. Ce que je raconte aujourd'hui peut très bien changer un petit peu d'ici quelques années. Et typiquement, on le voit hein, d'un rapport de l'AIEA à l'autre, entre 2021 et 2023, ils sont plus optimistes en 2023 qu'en 2021. Ils disent sur les véhicules électriques, on est sur une bonne trajectoire, sur le renouvelable aussi, enfin ça va plutôt dans le bon sens. Il y a quand même encore plein de limites et d'incertitudes. Est-ce que les temps de construction sont dedans? Parce que pour tout ce qui est station-service et autres, ça prend du temps, je sais pas.
Pour les stations-service, les pistolets, c'était 10 000, enfin, c'était très cher, c'est pris en compte, quoi. Les temps de construction des infrastructures, c'est ça? Et les coûts de certains trucs, je crois que dans les stations-service, les pistolets et autres, c'était très cher. Enfin, il y a sans doute plein de choses comme ça qui sont très chères Alors les coûts, je sais pas. Les coûts, je sais pas, mais les temps, quelque part, oui, parce que bah, par exemple, dans les scénarios RTE, quand on dit on n'aura pas les premiers EPR2 avant 2035, c'est parce qu'il faut le temps de les concevoir et de les construire. Donc à chaque fois, il y a pareil pour le renouvelable. Quand on dit les rythmes de déploiement, bah, on est plus ou moins optimiste. C'est en rapport au temps de construction. Et pas que, parce que c'est aussi le temps d'avoir les autorisations, les permis, etc. Quoi. Et donc oui, la question du temps, on la voit à travers ça, à travers les rythmes de déploiement. Une femme? Ah bah voilà. Tu n'as pas parlé des émissions importées, en fait, pour les diminuer, est-ce qu'il y a que la décroissance ou Alors c'est vrai que j'en ai parlé dans le constat, mais pas dans comment on faisait si on les réintégrait dans le périmètre. Et ben là, typiquement, je vais rebondir un peu sur ce que je disais avant, mais sur le rapport à la mondialisation. C'est-à-dire que aujourd'hui, donc, c'est énorme. Hein. C'est-à-dire que c'est la moitié de notre empreinte carbone, c'est des émissions importées. Donc dit autrement, si vous décarbonez à 100% l'économie française, vous avez réglé qu'une moitié du problème. C'est rarement présenté comme ça, mais ça veut dire qu'il faut faire quelque chose sur cette moitié-là. Alors évidemment, il y a une partie qui va se faire naturellement, c'est-à-dire que comme les autres pays font aussi une transition, bah, quelque part, au bout d'un moment, les importations vont être naturellement de moins en moins carbonées. Mais aujourd'hui, nos importations, elles viennent... Alors déjà, on importe beaucoup, parce qu'on s'est beaucoup désindustrialisé depuis 40 ans. La part de l'industrie dans le PIB, elle a été divisée par 2 en 40 ans. Et en plus, on importe de pays qui sont assez carbonés. Si vous prenez nos 2 principaux fournisseurs, les 2 principaux pays desquels on importe, c'est l'Allemagne, qui a un mix électrique beaucoup plus carboné que le nôtre, et c'est la Chine, qui, alors, bien qu'elle fasse une transition rapide, on est quand même encore à 2 tiers de charbon dans leur mix électrique. Donc, globalement, c'est un pays très très carboné, et on importe beaucoup de Chine. Et évidemment, à tout ça, vous rajoutez les émissions du haut transport. Donc ça, c'est clairement une grosse part du problème. Comment on fait? Bah, pour moi, alors effectivement, il y a soit on consomme plus, donc là, c'est la part de décroissance, soit on produit nous-mêmes ce qu'on consomme avec notre mix bas carbone. Et donc là, c'est de la relocalisation. D'ailleurs, dans les scénarios RTE, il y a des variantes comme ça, en relocalisation. Alors, ce qui implique un besoin d'énergie encore plus important. Parce que vous importez pas, il faut du coup l'énergie pour le produire. Donc là, ça met encore plus sous tension les scénarios en termes de déploiement du renouvelable. Donc, vous avez encore plus besoin des deux. Et après, politiquement, c'est ce que j'ai commencé à évoquer tout à l'heure, mais c'est pas neutre. Hein, c'est-à-dire que aujourd'hui, c'est très compliqué de dire on va installer une production en France si vous avez les mêmes productions pour moins cher dans d'autres pays, parce que les autres pays sont globalement moins contraignants au niveau social ou écologique. Donc pour moi, il y a forcément un moment, si vous regardez en fait les pays qui se sont pas forcément réindustrialisés, mais industrialisés. Vous voyez, par exemple, la Corée du Sud, c'est un pays qui était très peu développé dans les années 50-60. Forcément, ils sortaient de la guerre de Corée. Et ils se sont industrialisés très très vite, avec une politique industrielle très volontariste, très étatiste en fait, et avec des barrières douanières. Par opposition, par exemple, aux pays africains qui, eux, ont plutôt suivi les préconisations de la Banque mondiale et du FMI, qui étaient de dire inscrivez-vous dans le libre-échange et spécialisez-vous. Donc, par exemple, il y a un pays qui va faire que de la culture de cacao et que de l'exportation de cacao, et ils importent tout le reste. Et le problème, c'est que quand les cours du cacao s'écroulent, tous les revenus du pays s'écroulent, et ils peuvent plus importer grand-chose. Et essayer de construire une industrie comme, en partant de zéro pour ces pays-là, c'est très compliqué, parce qu'ils font face au libre-échange avec nos productions à nous. C'est un échange complètement inéquitable. Donc c'est pareil, les pays africains, par exemple, pour construire une industrie, seraient totalement en droit de se protéger. Et là où c'est assez hypocrite, c'est que souvent les pays occidentaux qui appellent au libre-échange, en fait, c'est parce que c'est déjà les vainqueurs du jeu, donc ils appellent à un jeu libre et non faussé. Mais en fait, que vous comprenez les États-Unis, l'Angleterre ou la France, ou l'Allemagne d'ailleurs, ils ont globalement au 19e siècle bâti leur industrie à l'abri de barrières protectionnistes. Et une fois qu'ils ont une industrie développée, ils disent allez, maintenant on se protège plus, on joue à la loyale. Et évidemment, c'est un petit peu biaisé. Voilà. Bon, c'est un sujet qui souvent est un peu miné parce que c'est souvent rattaché à des idées qui vont bien au-delà de ça. Mais en fait, on peut très bien vouloir réguler les flux commerciaux et financiers sans toucher aux flux migratoires, pour le dire clairement. C'est vraiment deux questions différentes. Et d'ailleurs, vous avez des économistes à gauche, même très à gauche, qui sont absolument pas anti-immigration, mais qui pour autant sont pour une forme de protectionnisme. C'est des questions assez différentes en fait.
Voilà. Et donc, moi, je pense que la relocalisation sans protectionnisme, ça va être très compliqué. Sur quel type de mécanisme, vous compteriez pour enclencher ce type de décroissance dans certains secteurs établis? Des taxes qui seraient le coût et donc stabiliser la demande, qu'est-ce que vous envisagez? C'est une bonne question parce qu'effectivement, à chaque fois dans les deux cas, transition comme décroissance, j'ai juste dit on fait ça, j'ai pas dit comment on le faisait. Et c'est toute une partie de la question que je développe dans mes bouquins. Alors effectivement, là, ça serait quasiment une deuxième conférence, mais pour vous répondre rapidement, comment on impulse la décroissance? En fait, il y aurait plusieurs façons de faire. Soit on dit, on impose par la loi, en fait, un calendrier de réduction du temps de travail. Et donc, quelque part, on dit, je sais pas, à partir de l'an prochain, il y aura une 6e semaine de congés payés, la semaine de 4 jours, etc. Et les revenus baisseront en proportion, avec de la redistribution, pour que les plus pauvres soient pas touchés. Donc, ça veut dire que par de la redistribution fiscale ou des cotisations, on redistribue, mais on réduit de manière planifiée le temps de travail, ce qui fait que là, on touche à la fois à l'offre et à la demande. À la demande parce que les revenus diminuent, donc les gens vont moins consommer, et à l'offre parce que les entreprises ont moins de main-d'œuvre disponible en volume horaire, et donc du coup vont forcément moins produire. Donc ça peut être une manière d'initier ça réglementairement par un calendrier de baisse du temps de travail. Voilà. Mais on pourrait aller sur des choses un peu plus exotiques. Moi, j'y réfléchis dans mes bouquins. Typiquement aujourd'hui, quand il s'agit de relancer une économie en crise, qu'est-ce qu'on fait? Dans une logique keynésienne, c'est l'État qui relance la machine. On fait du déficit public, après la crise des subprimes, après la crise Covid, c'est ça globalement. On fait du déficit public, on relance la machine. Et ça marche bien. Et c'est des moments où généralement les gouvernements plutôt libéraux font une parenthèse keynésienne en disant le temps de relancer la machine, on fait plutôt du keynésianisme, c'est-à-dire de l'interventionnisme étatique. Mais typiquement, on pourrait être sur un interventionnisme comme ça inversé, où on pourrait dire l'État quelque part va essayer de freiner la machine. Il va réduire le déficit, pas pour rembourser la dette, parce que c'est un autre sujet, mais pour moi c'est globalement un faux problème. Mais par contre, au lieu de stimuler la machine, pour la freiner, d'une manière macroéconomique. Ça pourrait être une autre façon de faire. Et on pourrait en imaginer d'autres. Vous pourriez imaginer que vous essayez en amont de mettre des quotas sur les quantités d'énergie et de matières premières disponibles, ce qui fait que vous allez contracter l'économie en contractant les ressources disponibles quelque part, volontairement. Vous pouvez faire ça de manière monétaire en disant on va augmenter les taux d'intérêt, ça va décourager l'investissement. Mais à chaque fois, la question va toujours être la même, c'est comment on fait ça de manière sans pénaliser les secteurs les plus vulnérables ou les secteurs d'intérêt pour la transition écologique. Et donc on sent qu'il va falloir une forme de sélectivité, c'est-à-dire que si on dit par exemple moins de matières premières et d'énergie pour l'économie française, on sent qu'il va falloir quand même sanctuariser certains secteurs à la fois en termes de quantité disponible et de prix. Et pareil pour les taux d'intérêt. Si on dit on augmente les taux d'intérêt pour freiner l'activité, il ne faut pas augmenter les taux d'intérêt pour les secteurs de la transition, sinon on va ralentir la transition. Donc on sent qu'il faut que ça soit quand même différencié. Mais il y a des moyens. En fait, la façon simple de le voir, c'est tous les leviers de politique macroéconomique qui sont aujourd'hui utilisés pour la croissance, on peut très bien les inverser, ça fait de la décroissance. On s'est jamais vu sous cet angle-là, évidemment, mais d'un point de vue technique, ça marcherait. Mais toute la question, c'est comment on amortit les potentiels effets sociaux derrière. Et là, il faut forcément différencier. Ça peut pas juste être on double les taux et on fait de la rigueur budgétaire. Là, ça serait une catastrophe sociale. Vous baissez le temps de travail et les salaires, sinon, on peut ne pas baisser l'activité, mais quand même, oui, tout à fait. Alors effectivement, donc ça, il y a aussi des mécanismes qui sont envisageables en termes de redistribution entre entreprises. Donc ça, c'est par exemple quelqu'un comme Benoît Boritz, un économiste qui propose ce qu'il appelle la sécurité économique et sociale, où en gros, il imagine des mécanismes de redistribution entre entreprises. Où en gros, les grosses entreprises aident financièrement les plus petites, entre guillemets, par des mécanismes automatiques de redistribution. Donc ça, typiquement, ça augmenterait je pense, la résilience du tissu économique en disant celles qui ont le plus de marge font le gros de l'effort. Un peu comme ce que j'ai décrit entre individus, mais là, ça serait l'équivalent entre entreprises, en fait, quelque part. Sans compter la pression inflationniste que ça peut engendrer et la difficulté à maintenir le pouvoir d'achat des people. Alors justement, ça peut être une autre façon, quelque part, de faire de la décroissance, en termes non pas nominaux, mais réels. Je m'explique, c'est-à-dire une autre façon de réduire le pouvoir d'achat de la population, si je vais le dire comme ça, c'est vous touchez pas au salaire, mais par contre les prix augmentent. Mais du coup, si on dit qu'il faut maintenir le revenu des plus pauvres, une façon de faire pourrait dire on indexe les salaires sur l'inflation jusqu'au revenu médian.
Le revenu médian, c'est celui qui, la moitié de la population gagne moins, l'autre moitié gagne plus. Vous pouvez dire, jusqu'au revenu médian, votre salaire est indexé sur l'inflation. C'est-à-dire que s'il y a de l'inflation, vous ne perdez pas en pouvoir d'achat. Et par contre, au-dessus, les gens vont faire variable d'ajustement. Leurs salaires bougeront pas, mais les prix augmenteront, et eux, pour le coup, ça sera pas compensé. Et alors, on pourrait imaginer que pour les classes moyennes, il y ait une indexation partielle pour qu'eux n'y perdent pas trop, et que ça soit vraiment les revenus financiers ou les plus hauts salaires qui vraiment soient on va dire, rongés par l'inflation. Ça serait une autre façon de faire, effectivement. Des économistes qui utilisent dans votre sens. Des économistes de la décroissance, c'est assez rare. Il y a Timothée Paric maintenant qui est bien connu. Lui, il a pas mal réfléchi à tout un ensemble de solutions sur à quoi ça pourrait ressembler une économie décroissante ou une économie post-croissance. Après, il y en a d'autres qui sont moins connus, mais qui sont très pertinents aussi. J'ai évoqué tout à l'heure François Briens. Lui, il a fait une thèse de macroéconomie de la décroissance. En gros, il a modélisé l'économie française et il a imaginé différents scénarios. Et donc, je crois qu'il va jusqu'à imaginer une réduction de 50% du PIB. Et lui, justement, il rentre dans toute cette complexité dans laquelle moi, je rentre pas du tout, pour le coup, intersectorielle. De dire, voilà, tous les échanges entre secteurs, et si on diminue tel secteur, voilà comment ça impacte les autres, etc. Donc voilà, ça là, il y a une thèse très intéressante là-dessus de François Briens. Et après, il y a Antoine Monserand, qui est aussi un économiste de la décroissance. Alors lui, il n'a pas fait de scénario vraiment chiffré, mais c'est des modèles mathématiques pour étudier différentes propriétés d'une économie en décroissance. Une idée intéressante qu'il y a chez lui, je trouve, c'est que, en fait, il fait un lien entre transition et décroissance. C'est-à-dire qu'il dit, si on fait la transition, ça va faire baisser un certain nombre de dépenses contraintes pour les gens. Par exemple, moins de dépenses de chauffage, moins de dépenses liées à la voiture, etc. Et il dit, en fait, ça, quelque part, ça va en soi, si on arrive à neutraliser l'effet rebond, ça peut en soi se traduire par de la décroissance. Donc cette baisse des dépenses contraintes. Et donc quelque part là, c'est la transition qui engendre de la décroissance. Mais par contre, il faut neutraliser l'effet rebond. C'est-à-dire que si vous avez moins de factures de chauffage, mais toujours autant de revenus et que vous le dépensez sur un voyage en avion en Thaïlande, évidemment, ça marche pas. Mais par contre, lui, ce qu'il imagine, c'est de dire par exemple, une des façons de neutraliser cet effet rebond, ça peut être d'augmenter certaines taxes ou certaines cotisations. Et il dit par exemple les cotisations retraite, c'est quelque chose qu'on peut augmenter, ce qui permet de maintenir le modèle social, même dans une économie en décroissance, parce qu'on augmente les cotisations de manière à compenser l'effet rebond. Donc là, quelque part, transition et décroissance, non seulement elles sont pas incompatibles, mais elles cèdent l'une l'autre. Donc voilà, ça c'est une façon de... Voilà, c'est quelques-uns des économistes qui réfléchissent là-dessus, mais ils sont pas très nombreux, clairement. À mon avis, ça va... Je pense que ces gens-là, et notamment Timothée Paric, vont faire des émules et que j'imagine qu'on va avoir de plus en plus de thèses comme ça en économie de la décroissance. Et aujourd'hui, c'est clairement, il n'y a pas grand monde qui étudie ça en détail. Et beaucoup de femmes qui ouais, et justement sur ta réduction du temps de travail, le temps libre, il est utilisé à quoi? Parce que ça veut dire réduire la consommation, ça veut dire réduire les voyages, donc. Ouais, alors ça, effectivement, c'est souvent une question que j'ai de dire, oui, mais si on a plus de temps libre, mais du coup, on l'utilise, pour partir plus en voyage, etc., on n'a pas gagné grand chose. Alors, plusieurs réponses, Déjà, la décroissance, c'est réduction du temps de travail et des revenus. Donc, vous avez peut-être plus de temps libre, mais vous avez moins de revenus. Donc, c'est plus compliqué de partir en voyage à l'autre bout du monde tous les 4 matins. Et autre truc, c'est qu'il n'y a pas la décroissance tout seul, il y a la décroissance et la transition à côté. Et la transition consiste typiquement à taxer des choses, à interdire des choses. Donc là encore, je suis pas rentré dans l'économie de la transition, mais c'est typiquement une forme d'interventionnisme fiscal ou réglementaire pour dire, typiquement, voilà, le billet d'avion maintenant, il y a un quota sur les billets d'avion, ou alors une taxe sur les billets d'avion, etc. Ce qui fait que même si vous êtes dans la partie de la population où vos revenus ont été préservés, en fait, les consommations carbonées, du fait de la transition qu'il y a eu à côté, coûtent plus cher ou sont réduites quantitativement par des quotas. Et donc, il va pas pouvoir y avoir d'effet rebond de ce côté-là. En tout cas, il sera limité. En ligne. Olivier qui demande, l'analyse semble limiter l'analyse du travail salarié, par exemple du secteur marchand. Comment s'intègre le non-marchand, par exemple associatif, dans cette réflexion? Pourquoi ne pas questionner plus profondément l'utilité même de l'indicateur PIB? Ouais, alors ça, effectivement, là quelque part, il y a un peu deux écoles, c'est-à-dire que soit on dit le PIB ça sert à rien et on raisonne même pas avec le PIB, donc effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, le PTEF,
c'est un peu l'approche du shift dans le cadre du PTEF, de dire quelque part ce qui compte, c'est les flux physiques, combien d'énergie, combien de matières premières, combien de polluants, et les compétences. Et quelque part, une fois qu'on a bouclé l'équation avec ça, pourquoi parler de PIB? Donc ça, c'est une première approche. Moi, ça me paraît quand même compliqué de ne pas parler du tout de PIB dans la mesure où je pense qu'on peut difficilement se passer complètement de la monnaie. Si vous voulez, enfin, même si vous allez regarder des économistes très très radicaux, situés très très à gauche de l'échiquier politique, la plupart du temps, ils gardent quand même la monnaie. Franchement, moi, j'en connais pas beaucoup qui vont jusqu'à dire il faut plus de monnaie. Du coup, s'il faut de la monnaie, ça veut dire qu'il y a forcément la question de quel est le montant total de la monnaie en circulation, de comment elle se distribue, de comment est-ce qu'elle évolue, est-ce qu'elle baisse. Et donc, quelque part, ça va être dur d'éluder complètement cette question du PIB. Surtout qu'une autre approche, c'est quand même de dire, on passe notre temps à dire que le découplage est compliqué. Les travaux, par exemple, de Timothée Paré ou de François Briens, c'est aussi ça, c'est de dire, ils ont écrit un rapport Decoupling Debunked qui dit globalement, on n'aura pas le découplage entre le PIB et les impacts environnementaux. Mais si on dit ça, ça veut dire que le PIB, il nous dit quelque chose. Il est très lié, en fait, à tous nos impacts environnementaux. Et quelque part, on peut se dire, c'est pas un indicateur si inutile que ça, si on vise pas son augmentation, mais sa diminution. Tu te dis, ouais, en fait, c'est un bon indicateur du moment que mon but, c'est de le faire diminuer. Voilà. Mais après, moi, je pense aussi, effectivement, qu'il faut, évidemment, relativiser et aller regarder d'autres indicateurs. Mais quelque part, on le fait déjà. On raisonne aussi en termes de taux de chômage, en termes de plein d'autres choses, en fait. Donc, effectivement, la question des indicateurs, faut la poser. Se passer complètement du PIB, ça me paraît pas possible et pas souhaitable. Et si dans le PIB, on intègre quelque chose de, on va dire, de subjectif, comme le bien-être, je sais pas, par exemple. Ça, alors il y a plein de tentatives qui ont été faites, hein, effectivement. Vous avez un économiste comme Herman Daly qui avait mis en place l'indicateur de progrès véritable aux États-Unis, où il essayait de se dire si je compte les consommations de ressources naturelles, les pollutions, enfin en gros, il avait essayé de faire quelque chose d'un peu plus. Donc vous avez plein de tentatives comme ça avec plein d'indicateurs alternatifs et ça peut être intéressant. Hein. Et d'ailleurs, lui, il montrait que depuis les années 80, aux États-Unis, le PIB continue à augmenter, mais l'indicateur de progrès véritable stagne. Mais ça, il n'y a même pas forcément besoin d'un nouvel indicateur. Hein. Vous regardez l'espérance de vie, vous regardez le taux d'alphabétisation, etc. Souvent, c'est des courbes logarithmiques. C'est-à-dire que ça, au début, ça augmente avec le PIB. Au bout d'un moment, ça plafonne. C'est-à-dire que du PIB en plus ne crée pas du développement en plus, au-delà d'un certain stade. Donc voilà, je pense qu'il y a plein d'indicateurs de santé, d'éducation, de bien-être déjà existants qui peuvent faire un panel intéressant. Autre question? Avec le monsieur qui voulait poser une question depuis tout à l'heure. Il y a plein de monde derrière. Dans la proposition sur les revenus, vous dites un peu faire passer la pilule de tout ça au 50%. En fait, si on regarde les sondages, un peu les intentions de vote actuelles, les gens sont même pas satisfaits de leur niveau de consommation actuel, en fait. Donc, comment est-ce que vous pensez qu'on peut faire accepter c'est une bonne question. Alors effectivement, on peut aussi se dire, on peut imaginer tous les scénarios, on peut se dire, si j'essaye d'augmenter un peu le revenu des plus pauvres et de faire de la décroissance au global, qu'est-ce que ça donne? Forcément, je vais avoir une marge de manœuvre encore plus restreinte. Moi, je pense qu'il y a quand même un truc qui est politiquement qui serait assez entendable, je pense, là-dessus, c'est sur les classes moyennes, puisque je pense que là, il y a quand même une forte conscience écologique. Et typiquement, cet arbitrage de dire vous travaillez un peu moins, vous gagnez un peu moins, je pense qu'il pourrait vraiment toucher pas mal de gens. Voilà. Après sur les classes populaires, effectivement, je suis d'accord, hein, ça va être compliqué. Alors, en plus, c'est pas juste. Là, je fais comme si les choses allaient être bien présentées dans le débat public. Ça va évidemment pas être le cas. D'accord. Mais bien au-delà de ça, c'est-à-dire que vous parlez de la moindre micro-réglementation ou taxe, vous avez tout de suite une levée de bouclier. Donc, évidemment que ça supposerait un débat politico-médiatique honnête et on en est extrêmement loin. On est extrêmement loin pour toute une série de biais liés notamment au fonctionnement et à la détention du système médiatique. Donc, mais dit autrement, le sujet est très politique. C'est-à-dire que quelque part, c'est un combat au sens noble du terme. C'est un combat intellectuel et politique de convaincre les gens qu'ils auraient plus à y gagner qu'à y perdre. Ce que je crois foncièrement dans des scénarios de ce type-là. Pardon ? Quel serait le chemin dans le paysage politique ou syndical? Personne. Alors, en France, ouais, voilà. Alors,
Alors, tout dépend de quoi on parle. Effectivement, il n'y a pas, enfin, sans faire trop de politique politicienne, mais effectivement, pour moi, il y a clairement pas un parti qui défend ça. Effectivement. Alors, et souvent en plus, les bonnes idées, de mon point de vue, se retrouvent un petit peu éclatées dans le sens où la gauche s'interdit en grande partie le nucléaire. En tout cas, la France insoumise et les Verts sont anti-nucléaires. Ce qui n'est pas le cas du Parti communiste, qui lui est à la fois pro-renouvelable et pro-nucléaire. La droite, pour le coup, est assez pro-nucléaire, mais globalement anti-renouvelable, ce qui est en fait encore plus irréaliste, parce que je l'ai dit, il faudra forcément au moins 50% de renouvelables. Donc l'extrême droite est complètement pour un moratoire sur les éoliennes, etc. Donc là, ils sont sur des positions qu'aucun expert ne défend, en fait. Ça n'a pas l'air de les gêner. Donc voilà. Et après, par contre, je pense que là où la gauche a un temps d'avance, c'est qu'elle a clairement compris que ce qu'il fallait faire pour la transition et la décroissance était complètement incompatible avec le système économique actuel. Donc ils le remettent en cause, ce que fait pas du tout la droite ou le centre, typiquement. Et après, en termes de décroissance proprement dit, effectivement, même chez les Verts, c'est compliqué, en fait, parce qu'il y a que Delphine Batho qui, au primaire des écolos, portait vraiment ce mot d'ordre. En fait, même un Yannick Jadot ou une Sandrine Rousseau sont pas forcément là-dessus. Ils sont plutôt sur de la croissance verte, en fait, quelque part. Et même sur des partis comme, par exemple, la France Insoumise, souvent ils vont critiquer le productivisme, mais quand on regarde leur scénario chiffré, ça reste quand même assez keynésien. Et il y a quand même cette idée qu'il faut faire de la croissance. Alors, une croissance propulsée par la transition écologique et impulsée par l'État et sociale, etc. Mais il y a quand même de la croissance. Et le Parti communiste, alors pour le coup, c'est encore plus productiviste. Ils sont assez pro-industrie, etc. Donc effectivement, il y a un certain nombre pour moi, de bonnes idées diffusées dans un certain nombre de courants. Et quelque part, s'il y avait déjà un parti en passe de gagner les élections et avec ces idées-là, je ferais pas ces conférences. Donc j'essaye d'œuvrer à ma maigre échelle à justement diffuser des idées qui ne le sont pas déjà. Très bien, c'est une autre femme se lance dans une question super, merci. Juste par rapport à qu'est-ce que vous pensez des propositions qu'on a reprises des revenus universels? Eh oui, vaste question aussi, ouais. Alors typiquement, oui, le revenu universel ou revenu de base, c'est-à-dire le fait de dire on verse une même somme à tout le monde, indépendamment du fait qu'on travaille ou pas. Alors c'est un débat. Moi, à titre personnel, je suis opposé à ça. Moi, je suis plutôt pour le fait de dire que les revenus doivent quand même découler du travail. Quitte à dire on travaille moins. Quitte à dire on travaille moins, on a plus de temps libre et l'épanouissement, on le trouve de ce côté-là. Mais ça me paraît compliqué. Ça me paraît compliqué de dire. Alors là, politiquement, je pense que pour le coup, c'est assez explosif et ça me paraît même philosophiquement assez discutable de dire en fait, vous pouvez toucher des revenus conséquents de manière indéfinie sans travailler. Moi, ça me paraît quand même compliqué. Je parle pas évidemment des cas. Je parle pas des aides sociales. Hein, c'est un autre sujet. Je parle pas des allocations de chômage pour les gens qui ont perdu leur travail ou autre. C'est un autre cas. Hein. Mais des gens qui choisiraient de ne jamais travailler de leur vie, par exemple, et qui n'auraient aucune contrainte et qui seraient payés comme des gens qui travaillent, moi, ça me paraît compliqué à défendre. Ça me paraît pas souhaitable. Mais par contre, de dire, moi, je suis plutôt pour dire, on essaye de donner un travail à tout le monde, on vise le plein emploi, mais par contre, on fait en sorte que le temps de travail soit limité pour que chacun puisse s'épanouir sur son temps libre. Et si possible, s'épanouir aussi au travail. Et là, ça amène d'autres questions sur le fonctionnement des entreprises, etc. Et si vous voulez, pour moi, c'est même comme à petite échelle sur un week-end entre amis ou en famille. S'il y en a un qui fait rien du tout, au bout d'un moment, vous allez le voir d'un mauvais œil. Enfin, moi, je pense que c'est vraiment explosif socialement, en fait, comme situation. Donc, je serais assez défavorable à ça. Juste encore une fois, mais après, je laisse. Vous avez une question? Je voulais poser la question de la réduction du temps de travail dans un contexte où, notamment le secteur de la décarbonation, la machine énergétique, ça arrive déjà par côté. Et on a globalement une démographie qui va encore un certain temps. Je vois un certain risque, en fait, à dire le temps de travail, ça va avoir deux nouveaux besoins. On va accompagner cette transition. À la fin, peut-être pas. Ça veut dire que, en fait, c'est un peu la même chose que quand je disais, si on contraint les approvisionnements en matières premières, il faut sanctuariser certains secteurs clés, etc. Je pense que c'est pareil pour la main-d'œuvre, en fait. C'est-à-dire que, typiquement, on pourrait imaginer, en fait, le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de main-d'œuvre qui est allouée à des secteurs qui ne vont pas dans le bon sens.
quelque part, si on limite les possibilités d'embauche de ces secteurs-là, mais là aussi, il faut quelque part une forme d'orientation publique, en fait, ou étatique, de dire, en fait, on va plutôt flécher les flux de main-d'œuvre dans ces secteurs-là. Typiquement, alors, il faut bien le doser, mais typiquement en disant, certains secteurs sont limités quantitativement dans leurs embauches, ou sont taxés dans leurs embauches, d'autres sont aidés, sont subventionnés, voire même, il y a certains cas, en fait, quand c'est des entreprises publiques ou des services publics, c'est juste l'État décide juste de recruter plus de gens. Voilà, quand c'est EDF ou Framatome, ou quand EDF renouvelable, tout ça c'est des entreprises publiques, hein, donc c'est clairement, c'est sur les budgets de l'État, on décide d'embaucher plus de monde, et puis voilà. Donc, mais je pense effectivement qu'il faut assumer le fait que c'est pas juste un marché du travail aveugle qui alloue la main d'œuvre de manière dérégulée comme il veut. En fait, il faut une volonté politique derrière de dire tel secteur est prioritaire, donc on lui alloue la main d'œuvre en priorité. La réalité, c'est par exemple, c'est un peu quand on est médecin, quand on peut vous donner ça à tel endroit et pas à tel autre, c'est qu'à la fin, c'est des gens qui décident de là où vous. Moi, je me demande si ça dépend des métiers. Il n'y a pas vraiment un enjeu de sensibilisation des personnes très en amont que les accompagnent dans les secteurs de production. Il y a une énorme enjeu d'éducation. Je ne crois pas trop au fait que ça peut être que de la planification étatique. Non. C'est pas le but, mais en fait, il y a les deux. C'est-à-dire que, effectivement, si vous faites juste de la planification contraignante et que personne ne comprend pourquoi vous faites ça, vous avez l'explosion sociale, et donc ça va être antisocial et antidémocratique, et c'est pas le but. Donc, effectivement, c'est à la fois un énorme effort de pédagogie, de vulgarisation, de sensibilisation, mais il y a un moment où même quand tout le monde est conscient du problème, ça peut ne pas suffire. Parce que vous avez aussi des situations du type dilemme du prisonnier, où vous vous dites, ok, tout le monde est conscient qu'il faudrait faire quelque chose, mais ok, toi d'abord. Parce que moi, j'ai pas envie de me contraindre si je suis le seul à le faire. Et en fait, on est là-dedans. On est complètement là-dedans. Donc là, il y a un moment où si c'est pas, quand on l'impulse d'en haut politiquement, ça a cette énorme vertu-là qui est que les gens se synchronisent en fait par la loi qu'ils ont démocratiquement votée. Là où si vous restez sur de la décision individuelle, c'est pour ça, moi, je pense que l'action individuelle, elle est indispensable. Les petits gestes, comme on dit, etc. Je pense que c'est indispensable. Mais ça suffit pas parce que vous avez toujours comme ça cette situation un peu de blocage. Là où quelque part, quand on se dote d'un cadre collectif, ça va beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Donc voilà, mais par exemple, vous prenez l'exemple des médecins, c'est un choix qui est fait dans le domaine de la médecine libérale, effectivement, mais par exemple, vous prenez dans d'autres services publics, par exemple, les enseignants, ils sont affectés à tel endroit. Alors après, c'est plus ou moins bien fait. Hein. C'est plus ou moins bien fait. Non, mais je veux dire, il y a aussi des moyens de... C'est des propositions qui ont été faites par certains, d'ailleurs, hein, de dire un médecin sur ses premières années, il va être affecté dans tel ou tel désert médical pour qu'il y ait des médecins dans ces zones-là. Et puis au bout d'un moment, vous voulez, un peu comme dans l'enseignement aussi. Au début, vous choisissez pas trop, puis à un moment, vous avez des points et ça vous permet de mieux choisir lors du mouvement, quoi. Donc voilà, moi je pense qu'il faut doser effectivement le bon niveau d'intervention pour que ça aille quand même suffisamment vite, suffisamment fort dans la bonne direction, mais que ça soit quand même pas quelque chose non plus de complètement évidemment liberticide ou autoritaire. C'est pas le but non plus. Ouais. C'est plus sur c'est un truc qui a pas mal résonné, mais sur le temps de travail et le revenu moyen, enfin, admettons qu'on soit une classe moyenne et du coup, on travaille moins, on a plus de temps libre, on a moins de pouvoir d'achat. On fait pas des livres comme toi où on n'est pas tout chez faire. Qu'est-ce qu'on fait en fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu as réfléchi à ça? Est-ce que tu disais que tu développais cet exotisme dans tes bouquins? En fait, je pense qu'il y a plein de choses à faire. J'indexe juste sur aussi, est-ce que tu as des observations ou sur toutes tes slides, est-ce que tu as une source qui va dans le sens de plus de temps libre égale plus d'épanouissement? Alors, effectivement, ce que j'ai pas expliqué, c'est il y a eu toute une série d'enquêtes sur le bien-être, avec des comparaisons entre pays, avec des comparaisons entre périodes historiques, et avec des analyses psychologiques de dire qu'est-ce qui nous rend heureux en fait. Ça a été étudié au niveau mondial. Et en fait, ce qui ressort en premier, c'est c'est la vie sociale. C'est le fait de voir ses amis, de voir sa famille, la vie de couple, etc. Et donc, ça typiquement, dire que si on a plus de temps, on s'accroît plus de temps à sa vie sociale, ça passe forcément très carboné, et ça nous rendra heureux, ça me paraît pas être une énorme hypothèse pour le coup. Ça me paraît assez raisonnable. Voilà. Et après, dans les choses qui reviennent, vous avez le sentiment de liberté. Alors là, ça dépend comment on le définit. Si c'est le pouvoir d'achat, il y en aura moins. Si c'est le fait de disposer de son temps, il y en aura plus. Moi, je sais que typiquement, moi, j'ai la chance de faire partie des classes moyennes, donc je me
pose pas trop de questions en fait par rapport à mes dépenses. Souvent, ça va quoi. Mais par contre, je me rends compte que souvent mon emploi du temps, il est hyper contraint. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là. Et où si on me dit, bah, t'as un jour de plus par semaine de libre, faire. Enfin, je pense que beaucoup de gens seraient demandeurs de ça et le verraient vraiment comme une liberté en plus. Et donc, c'est des fois certains qui disent, voilà, qui parlent le pouvoir de vivre un peu en opposition au pouvoir d'achat, mais clairement, on est là-dedans. On est là-dedans. Donc voilà, moi je pense que des activités non carbonées à faire sur son temps libre, il y en a plein. Franchement, tu vas courir, tu vas faire un foot, tu joues de la guitare. Alors, ok, il a fallu produire la guitare à un moment donné. Si tu la gardes 10 ans, je pense que ça va. Enfin, tu vois, tu fais une bouffe avec tes potes, avec ta famille. Enfin, tu lis un livre. Enfin, je pense qu'il y a plein de choses à faire. En fait, des choses des fois que les gens penseraient même plus à faire parce que il y a aussi ce biais-là. C'est des fois les gens travaillent tellement qu'ils ont pas beaucoup de temps libre et du temps libre de mauvaise qualité. Et ils se projettent même plus en fait dans des loisirs. Ils se projettent même plus dans des loisirs constructifs. C'est j'arrive de ma journée, j'ai eu une journée de 10 heures, j'ai eu 2 heures de transport, je suis au bout de ma vie et donc je vais faire un truc. Je vais être comme un robot devant la télé. Si tu commences à avoir 1 ou 2 jours en plus de libre et qu'en plus t'es bien reposé, là tu commences à te dire bah tiens je vais me remettre au sport, je vais apprendre telle langue, je vais tu vois. Je pense que ça ouvrirait des perspectives et y compris au niveau démocratique. Parce que tu vois en fait pourquoi plein de gens on dit il y a plein de gens qui s'intéressent pas à la politique ou aux enjeux énergie climat. Mais en vrai, c'est super compliqué. Enfin, ça demande du temps quand même de se renseigner sur tout ça. Et c'est sûr que quand tu rentres de ta journée de boulot, c'est pas forcément le premier truc que tu as envie de faire. Maintenant, si on dit il y a beaucoup de temps libre, il y a globalement toutes les connaissances accessibles un peu partout, sous différents formats, bah je pense que, alors tout le monde ne consacrerait pas 100% de son temps libre à s'informer là-dessus, c'est pas le but. Mais je pense que le niveau d'information et de formation pourrait clairement monter de ce fait, et les gens pourraient aussi s'impliquer quoi, dans l'associatif ou même dans la politique. Et je pense que ça serait, pour moi, d'avoir plus de temps libre, c'est aussi une condition d'une vraie vie démocratique. Aujourd'hui est compliqué par manque de temps libre de qualité quoi. Vas-y. Et puis encore une après, et après on passe à la suite. C'est Anaïs qui demande, est-ce que la croissance ne permet pas de conserver le modèle social français? Comment l'État pourrait assurer son rôle social avec la décroissance? Alors, ça c'est aussi une très bonne question. Alors, je l'ai dit, il y a notamment l'économiste Antoine Monserand qui travaille là-dessus et qui explique justement comment on peut conserver un système de retraite tel qu'il est aujourd'hui dans une économie en décroissance. Et où typiquement, il dit, bah voilà, les dépenses contraintes, les dépenses liées à aux factures énergétiques, à la voiture, etc., vont baisser. Pour pas que ça fasse de l'effet rebond, pour pas qu'on le dépense dans autre chose, on le capte par une hausse des cotisations retraite. Ça permet de maintenir le système de retraite sans contraindre le niveau de vie des gens, parce que les gens ne voient pas la différence. Juste, ils payent moins de factures, ils payent plus de cotisations, ils sont chauffés pareil, on prend l'exemple des factures de chauffage, et quelque part, tu as quand même un degré de liberté de ce côté-là. Après, c'est aussi une question de quel secteur on sanctuarise ou pas. Moi, je l'ai dit, par exemple, les services publics, c'est à peu près, en ordre de grandeur, 20% du PIB. Donc, si vous faites une décroissance de 20-30%, quelque part, vous avez de la marge pour faire ça tout en préservant le secteur public. Mais par contre, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que le secteur privé fait plus que 20% ou 30% d'efforts. C'est-à-dire qu'il fait l'effort moyen plus l'effort qu'on ne demande pas au secteur public si on veut le préserver. Voilà. Mais moi, je pense qu'à un moment, il faut des arbitrages comme ça. C'est-à-dire que ça me paraît non souhaitable politiquement de faire ce qui a été fait dans le cadre de l'austérité budgétaire, par exemple. Et d'ailleurs, là, on est reparti pour un tour, puisqu'on annonce à nouveau 10 milliards de baisse de dépenses publiques, etc. Ça, c'est une catastrophe, je pense, pour la recherche, pour l'éducation, pour la santé. C'est une catastrophe pour la transition, hein, parce que là, l'austérité, c'est on va rogner sur la prime à la rénovation thermique des bâtiments, etc. Donc ça, moi, je pense que c'est les secteurs de la transition et des services publics essentiels, il faut les sanctuariser. Mais c'est pas non plus le gros du PIB. Les services publics, c'est 20%. L'Institut Rousseau, quand ils avaient évalué le besoin d'investissement nécessaire pour la transition, le slogan, c'était 2% pour 2 degrés. Donc, ils disaient, en gros, il faut 2% d'investissement supplémentaire pour faire la transition. Bon, bah, ça veut dire qu'on peut très bien aller chercher ces 2% d'investissement supplémentaire et faire décroître l'ensemble de 30%. C'est pas des montants incompatibles, en fait. Si la transition impliquait d'y consacrer les 3/4 du PIB, ça serait incompatible avec le fait de dire on fait de la décroissance. Et là, c'est pas du tout le cas. Et sur le modèle social, quand même, un dernier élément, c'est qu'en fait, il y a une bonne partie des dépenses sociales qui sont des revenus, en fait, pour les gens, typiquement les retraites. Et il y a aussi un autre acte qui serait de se dire, si on fait de la redistribution des revenus, moi j'ai parlé des revenus en général, hein, pas que des revenus du travail. Donc toute la redistribution des revenus là que j'ai exposé,
c'est pour tous les revenus. Donc on peut très bien imaginer que les retraités les plus riches voient leur pension de retraite diminuer. Et ça fait partie de la décroissance. Et ça baisse les dépenses sociales. Les dépenses sociales ne sont pas forcément inchangées, même si on garde le même esprit du modèle social. Mais là aussi, vous pouvez demander aux plus favorisés de faire un petit peu variable d'ajustement. C'est une marge de manœuvre. Une dernière question? Allez. Oui, non, c'est juste sur la métrique du coût de revenu qui est intéressante. On est d'accord que là, on ne parle pas de comment ce revenu est dépensé. Et donc, pour que, par exemple, je sais pas, l'avion coûte plus cher, la viande aussi, enfin des choses, parce qu'avec 1 000 €, on peut partir, prendre un billet d'avion à 50 balles et avoir des dépenses hyper carboniques, comme on peut prendre un train et manger végé. Donc, ça passe quand même beaucoup par de l'éducation et une intervention étatique assez sévère sur tout ce qui est carboné. Donc, en fait, on arrive à faire un truc qui va permettre un petit peu, pour que ce soit acceptable socialement, au-delà du fait de dire que tu as moins de revenus, mais ça va être aussi ton revenu, tu ne peux pas le dépenser comme l'argent. On intervient quand même dans la vie des gens pour dire t'as des voitures thermiques, c'est possible, c'est possible. Complètement, mais en fait, là, ce que tu décris, c'est des aspects de la transition qui a lieu en parallèle de la décroissance. C'est-à-dire que c'est non seulement tu as moins de revenus, mais en plus, comme je disais tout à l'heure, ces revenus, tu peux pas les dépenser comme tu veux dans n'importe quoi, c'est-à-dire que ce qui est le plus carboné va être taxé, voire limité quantitativement, avec des quotas. Et donc, effectivement, t'as une double contrainte, en fait, côté décroissance et côté transition. Et du coup, ma question, en fait, c'était plutôt en termes d'acceptabilité, parce que ton argument que je trouve intéressant, c'est de dire, on ne touche pas aux revenus de la moitié de la population, donc ils vont croquer. De la même façon que tu disais, en fait, les gens veulent plus de revenus, plus de pouvoir d'achat général, et en plus, on intervient beaucoup sur la partie non décroissance et transition, sur des choses qui peuvent être vues comme liberticides, donc comment est-ce que socialement on peut faire passer ça quand même. Mais je pense que c'est un vrai combat, encore au sens noble du terme, mais à mener au niveau intellectuel et même politique. C'est en fait de dire, il faut aller sur des revendications. Moi, je rêve du fait que les partis politiques qui sont favorables à ça, donc typiquement à gauche du spectre politique, mais plutôt que de mettre en avant des augmentations de pouvoir d'achat, mettent en avant des augmentations de temps libre. Ça a été leur combat historique, en fait. Les semaines de congés payés, ça arrive au moment du Front populaire. La 5e semaine de congés payés, ça arrive sous Mitterrand. La 3e ou la 4e, c'est mai 68. Donc, en fait, c'est pas du tout neutre politiquement, mais ils s'emparent pas tellement de ces combats-là. Alors, un petit peu, parce qu'ils parlent de réduire la semaine de travail ou de revenir à la retraite à 60 ans. Mais il y a toujours le discours où il y a en même temps une hausse globale de pouvoir d'achat. Là, du coup, c'est un peu incompatible parce que quelque part, vous pouvez pas moins produire, mais avoir autant de pouvoir d'achat. Vous pouvez consommer que ce qui est produit, donc on arrive à une incohérence interne. Donc, je pense qu'il faut assumer le fait de dire il va y avoir plus de temps libre, on se bat pour ça. Par contre, il va y avoir en moyenne moins de revenus si on veut qu'il y ait moins de consommation et moins de production. Mais c'est un changement d'imaginaire, ça va pas se faire tout seul. Effectivement, il faut qu'il y ait des gens qui aillent là-dessus. Donc moi, j'essaie d'y œuvrer modestement. Il faut qu'il y ait des gens qui aillent là-dessus. Il y en a déjà, mais il faut qu'il y en ait plus.